La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD presque bimensuel qui en a jusqu'au fond. Coucou les gens, bienvenue dans le One A Club, ce podcast qui a peut-être le moins de numéros sur toute une saison. Ça craint, voilà, on a fait très peu d'émissions, mais je le ferai toujours. Voilà, hein, le coucou les gens, c'est ma signature. Voilà, maintenant les gens se souviendront toujours, même si vous vomissez. Prenez de la coculine et me faites pas chier. Bref, je suis avec Thio qui essaie de se remettre de mes expressions. Bonsoir, bonjour. Avec Isaac. Bonsoir à tous, bon courage. Et avec Guillaume. Arrête de jouer à ma souris. Salut tout le monde. Nous ne sommes pas en live parce qu'on est tellement à l'arrache cette année qu'on a décidé qu'on arrêtait de se lancer dans des trucs trop techniques. J'espère juste que Eve n'est pas en train de nous attendre. C'est vrai qu'on l'a pas prévenu. Et en fait, voilà, on a monté les micros, donc en fait ils sont trop forts, donc, mais c'est pas grave, on faut essayer de pas parler trop près par rapport à d'habitude. On verra ça en post-prod, c'est ça? Ouais, on verra ça en post-prod, totalement, ouais, génial. Deuxième titre de l'émission. Voilà. Bref, on va vous parler de bande dessinée parce que c'est ce que nous faisons plutôt pas trop mal, de parler de bande dessinée. Et nous avons un programme chargé pour cette dernière émission de la saison, je le rappelle. Ça y est, c'est officiel. Ouais, c'est officiel. C'est officiel. Voilà. Et on essaiera de revenir avec une émission un peu, des émissions peut-être différentes à la rentrée. Ouais. Genre des émissions préparées, Ouais, puis techniquement irréprochables. Sur la bande dessinée, quoi. Avec des annonces, avec du live, enfin des trucs au top. Si on est foufou, on arrivera peut-être même avec un ou deux nouveaux génériques. Oh, alors ça, tu sais. Ouais, on sait jamais. Là, tu Voilà. Ouais, Tu sais mais quoi on sait jamais. Tu sais quoi, je vais faire un générique crowdfunding, sachant qu'il n'y a plus de rubrique crowdfunding. Moi, je trouve que Ouais, ça c'est serait une bonne super idée. sympa. C'est une bonne idée. On va commencer justement par une rubrique sur le net où on va parler que de crowdfunding, même si on n'a plus de rubrique crowdfunding. Je crois que les gens sont déjà en train de partir. Revenez. On enchaînera sur le chronique, nous allons parler des égarés de Dejima, de Podum, de Puisqu'il faut des hommes, de Mind MGMT, le tome 1. Nous enchaînerons avec Wanted Lucky Luke, Chocolat et Vanilla, Il faut flinguer Ramirez, le tome 2, et Les voyages de Jules, avant de finir sur un œil sur la série Lucifer. Donc Guillaume nous dira ce qu'il en a pensé de cette adaptation de comics, ce que beaucoup de gens oublient. Absolument. Moi le premier d'ailleurs. En Voilà. fait. Neil Gaiman, Mike Dringerberg. J'avais bien repéré le nom des voilà. scénaristes, tu vois, mais j'avais pas série du tout dérivée percuté de Sandman, mais on y reviendra. D'accord. Ouais, ok, c'est mal. Je suis libraire, je l'ai toujours pas lu. Arrête de jouer avec mon mulot. Bien, jusque-là, on va C'est une essayer. émission Voilà. sur la BD, messieurs, s'il vous Oui. plaît. Ah, j'aime bien les grosses BD. Voilà. Je lance des génériques à l'arrache pour faire parler les gens, parce que là, ça devient n'importe quoi. Thio. Eh bien, je vais vous parler donc d'un crowdfunding sur Ulule. La chance que tu essaies aussi de me faire des trucs aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été tous ensemble, je sens qu'il y a un peu de tension. Ouais, il y a une espèce de tension voilà. non sexuelle qui nous envahit. Pourtant, t'as mis ta plus belle chemise rose. Oui. Je vais vous parler donc de Johnny Red, de Garth Ennis et Keith Burns. Alors, c'est toujours que chez Comics Initiative. Donc, c'est toujours. Tu les aimes bien. Ouais, bah écoute, quand tu fais de la qualité, c'est quand même top. Voilà, c'est pour ça. Ah, t'as des réducs donc. Aucune. Mais, Je mais crois que t'as j'aime jamais rien acheté chez eux. si. On l'attend. Si. Voilà. Je l'ai reçu. Ah Je l'ai reçu. Je l'ai pas encore lu. Oh, je teasing de fou. Vas-y, poursuis. Donc du coup, Johnny Red, c'est quoi? C'était en fait un héros de la Deuxième Guerre mondiale, donc qui était paru chez Delirium avant. Et en fait, Garth Ennis donc a remis au goût du jour, on va dire, fait un récit sur Johnny Red. Donc le pitch, c'est on découvre sur un aérodrome donc dans le Suffolk, donc ça c'est en Angleterre, une sorte de vieille épave d'Hurricane. Et le mec qui retrouve l'Hurricane se dit tiens, j'essaie de retrouver son histoire, et en fait il s'aperçoit que l'appareil vient d'Allemagne, puis qu'en fait il a fait un petit séjour aussi en Russie pendant la bataille de Stalingrad. Donc du coup le mec part en Russie et découvre en fait toute l'histoire de l'unité, de machin. C'est les pin-up du B-27, mais avec un autre avion. Ouais, mais qu'avec des mecs.
Sans les D'accord. pin-up. Parce que à Stalingrad, à mon avis, ça devait pas être une grosse folie quand même, au niveau meuf. Hein. Je sais pas. Voilà, J'y mais étais c'est pas à vrai, l'époque. c'est vrai, je n'y étais pas à l'époque non plus. On peut se dire que peut-être c'était quand même très très chaud. Donc Et du les coup, prémices du yaoi anglophone, c'est ça Hmm Non, Johnny Red, pin-up, mec, yaoi anglophone Non, ok, ça va, je remballe. Je sais pas. j'ai pas. Je suis... Ah, Yaoi Le yaoi est un genre, est un genre de bande dessinée les gars. japonaise où de jeunes hommes se regardent et ont de longues relations romantiques que les jeunes femmes apprécient particulièrement. C'est ça. Mais enfin voilà. Mais c'est Bref, pas du tout le sujet parce que Garcenis yaoi, on en est très très loin. Donc du coup, j'étais à. Non, mais je sais pas, il lâche des bombes, j'en lâche aussi. Hein. Donc j'étais à Escadron Russe contre Nazi, hein, grosso modo, voilà. C'est un récit complet en 230 pages, donc un beau petit bouquin hardcover, 1726. deux ambiances, deux salles. Donc du coup, Revenez pour la prochaine émission. Émission. Franchement, on sera vachement plus aidé et cadré. Vas-y, poursuis. donc le bouquin est à 30 €. Comme toujours chez Comics Initiative, si vous rajoutez 10 balles, ben, vous pouvez avoir un autre de leurs produits. Alors c'est toujours soit Caliban, soit Retrover Charlie, ou d'autres bouquins qu'ils ont déjà fait paraître. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Moi, je sais que je me rappelle d'avoir lu pas mal de trucs comme ça sur les aviateurs dans des sortes de petits bouquins. À mon avis, c'est des sortes de trucs italiens mal imprimés, un peu moches, mais que quand j'étais petit, je prenais pas mal de plaisir à les lire. Oui, puis Garcenis, en dehors de ses séries gore sur les super-héros, est aussi connu pour faire de très bons récits de guerre et avoir fait de très bons Punisher ou Nick Fury. Tout à fait. Voilà, il a un peu cette réputation. Chouette auteur pour la guerre. Bah, histoire qu'on alterne, je vais enchaîner moi pour parler de BDAP. Alors, mais qu'est-ce que BDAP ? Ce sont des BD à poster. Donc c'est un petit éditeur qui s'est dit que ça serait sympathique de faire des petits livrets que tu vas pouvoir timbrer et envoyer. Donc ils font le bon poids. C'est du petit format, ça fait 16 pages en général, pour poster de la BD en cadeau, sorte de carte postale, mais avec une BD dedans. L'idée est plutôt sympathique. Pour le moment, ils ont prévu de sortir 4 bouquins. Et puis pour les auteurs, ils se sont dit, tiens, on va prendre Baudouin, Bouzard, Fab Caro et TM. Il y a des petits, quoi. Ouais, voilà, ce qui déjà donne envie. Et je sais que ne serait-ce qu'un Bouzard ou un Fab Caro, pour de l'humour 16 pages, ils doivent pouvoir s'en sortir très bien. Voilà, ne serait-ce que Fab Caro, son bouquin s'appelle Laxa Tif, ça doit être le nom d'un salon de coiffure. Voilà, donc Du pur Fab Caro. ouais, c'est du pur Fab Caro. Ah non, mais c'est voilà, bref, c'est quelque chose de. C'est pas cher, pour 16 €, vous pouvez avoir les 4. Et on peut même acheter plein de packs par tonne, si tu veux en avoir plein pour envoyer à plein d'amis. Et je crois que, comme d'hab, ils font aussi des gros packs pour refiler aux libraires. Parce qu'un de leurs arguments, quand même, c'est que c'est le genre de truc qui ont très peu de retour. 16 € les 4, tu te doutes que tu dois pouvoir les vendre à pas trop cher. Et en général, tu les mets à l'entrée et c'est un truc rigolo, ça part assez vite. Bref, j'ai trouvé le principe plutôt rigolo. Et puis les auteurs font envie. C'est une saison 1, je sais pas s'il y en aura d'autres. C'est sur Kiss Kiss Bank Bank, donc bon, pour le coup, ça fait pas rêver. Kiss Kiss Bank Bank, je sais pas pourquoi ils ont une sorte. Et oui, dans le genre bonus cool, on peut avoir une sorte de truc gravé en bois pour avoir le petit support pour tous les ranger. Mais bon, c'est un peu cher et gadget, j'aurais envie de dire. Ouais, mais c'est une production française quand même, fabrication française, autoproduction culturelle et c'est du développement local. Écoute, voilà, ça coche presque toutes les cases si t'as un slip français en plus, je pense. Je te rends la parole pour parler de te ton remercie. deuxième crowdfunding. Alors, mon deuxième crowdfunding n'est pas vraiment un crowdfunding parce qu'il a déjà été backé et il est terminé sur Spaceman Project. Mais je n'avais pas parlé du nouveau Ozanam et Pedro Rodriguez. Putain, j'ai oublié de le baquer. Eh ben, c'est dommage pour toi. Et toi ? Mais tu peux encore le faire. Ah. C'est justement pour ça que De j'en toute façon, ils parle. sortent en librairie, les bouquins chez Spaceman Project. Donc, Tout à fait. Donc du coup, on les avait découverts nous avec Yaga, ouais, dont on qui avait était très très bien. qui nous avait beaucoup plu. Et donc en fait le duo revient avec Avant que poussière ne retombe, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, pardon. Le crowdfunding a déjà été fait, mais vous pouvez déjà précommander toujours sur Spaceman Project si vous voulez, ou attendre
que ça arrive dans vos bonnes BDeries. Et la seule et l'unique, avec son provence. La vraie. Voilà. C'était juste une sorte de petit placement de produit, ça te va? C'est bon. Ouais, sympa, merci. Faut qu'on dise la BDerie au moins une fois par émission. Non, mais plus en fait. Hein. La BDerie Aix-en-Provence. Non, mais tu vois, c'est bien. C'est comme librairie, mais c'est BDerie. Ouais, c'est mieux. C'est bien. Voilà. C'est bien trouvé quand même. Ouais. Mhm. Franchement, ils ont dû faire un brainstorming de malade. Ah, t'imagines même pas combien de... Tout ce qu'on a picolé pour trouver un nom à la librairie. Et finalement, on l'a trouvé par hasard. Donc, Thio, Donc du coup, voilà, c'est une on sorte a d'un- anticipé ce soir. c'est une sorte de récit un petit peu fantasmatique, fantasmagorique, avec donc deux personnages, un soldat qui ne meurt jamais et une infirme avec une sorte de jambe mécanique. C'est Ozanam et Pedro Rodriguez, donc le dessin, je l'ai trouvé toujours aussi joli. Ça me fait penser la couve à un sorte de mélange entre du Tardy et du Hilaire. Ce qui est vraiment... tu vois, Ah oui, ouais, carrément, ouais, ouais. tu trouves pas qu'il y a ce côté... sur le côté, bon, après Première Guerre mondiale, dès que quelqu'un a un costume de Première Guerre mondiale, tu penses que c'est Tardy. Non, mais c'est ça. C'est la rencontre de Tardy et Isler, effectivement. On s'y attendrait pas, tu vois. C'est la colorimétrie à la Isler et le dessin un petit peu à la Tardy. Ça fonctionne super bien. Ouais. Voilà. Donc du coup, pour 15 €, vous avez le bouquin. Pour 30 €, vous avez le bouquin et le hardbook. S'il est du même niveau que celui d'Yaga, c'était super. Oui, l'artbook, il avait la classe. Et que là, voilà, l'artbook est vraiment très très sympa. Donc vous pouvez encore le commander sur Spaceman Project. Mais sinon, il va être traduit en français parce que là. Alors il est en français, en espagnol et en anglais, je crois. Parce que je crois que Spaceman Project est un éditeur espagnol qui, en C'est- gros, fait de la... Voilà. Donc il sera. D'ailleurs, je crois qu'ils se diffusent même pas, eux. Toi, tu dois plus le savoir que nous. Je sais pas comment ils sont diffusés en France. J'ai pas suivi honnêtement. C'est, Voilà. si ils ont pris la suite de Sandaway ou si c'est Non, Sandaway qui rien a à fait voir. comme eux, mais Ouais, ça n'a rien à voir. C'est un peu... Donc c'est eux, ils sont espagnols, donc ils font donc là pour le avant que Poussière ne retombe, qui sera un diptyque au fait d'ailleurs. Donc là ils sont en anglais, en espagnol et en français, en octobre-décembre 2022. bon, après j'imagine. Si on les a dans le réseau classique après, puisque les Yaga on l'avait eu et c'était bien effectivement d'ailleurs. Mais si on finit par les voir passer. C'est peut-être pas évident tout de suite, mais on finit par les avoir. Ils sont sur un modèle plus classique de crowdfunding que ce que faisait Sandaway. Sandaway était genre le crowdfunding à l'ancienne où tu devenais producteur du produit et tu avais des retours sur investissement. Je crois que j'ai gagné 10 centimes avec L'Ouest, un truc dans le genre. Je crois que j'avais C'était très compliqué Sandaway. En Ouais. fait, il se proclamait éditeur, mais il faisait pas le boulot qui allait avec. Là, c'est plus, on est dans le modèle classique, c'est plus de la prévente avec bonus pour ceux qui participent, Au qui final, leur permet de s'assurer d'avoir un tirage un peu cadré et d'éviter C'est d'avoir beaucoup trop plus de trucs simple. qui partent au pilon, quoi. ouais, bah au final, même si ça me plaît pas trop parce que c'est compliqué pour nous de l'avoir, je trouve ça beaucoup plus simple. Par contre, je pense qu'ils sont aussi beaucoup plus réalistes sur les tarifs que de beaucoup de crowdfunding, parce qu'on reste sur un côté édition. Ils demandent beaucoup en général c'est 18 000 € à peu près Ouais. en moyenne. pour produire un album, alors que beaucoup de crowdfunding plus light autoproduits souvent demandent beaucoup moins, quoi. Là, on voit Ouais, qu'il y a une maison mais- d'édition derrière, quoi, qui se paye. Il y a une structure qui doit se payer aussi Bah, derrière. surtout qu'il faut payer les auteurs aussi, quoi. Comme, Voilà, aussi. Pour Non, citer c'était avant, Nicolas ça. hier. Ça, c'était avant. C'était avant ça, on a arrêté. Non, mais si, à un moment donné, il faut qu'ils mangent un petit peu les auteurs, tu vois. Non, l'idée c'est d'avoir un auteur qui publie un truc, tu gagnes du pognon, il meurt, tu en prends un autre. Je suis d'accord, mais en vrai, il faut qu'ils vivent un peu. Ah bon, d'accord. Bah, s'ils sont bons, c'est chiant. Il faut les Bon, ramener ok. à la vie après, faire appel à un nécromant, c'est galère, quoi. Bah, c'est ça, ou même un sort de résurrect, putain, ça coûte un bras, C'est quoi. vrai, ça coûte un peu cher. Bon, faut avoir des nourrissons quoi. Thierry, je te sens bien parti. Parle-nous des égarés de Dejima. Non, j'ai pas envie. Très bien. Donc, Alors on passe donc à Podum, voilà. Donc les égarés de Je Dejima. pensais préparer la chronique pendant qu'il faisait la sienne, donc là, je suis excuse-moi. emmerdé. Ah putain, bah, écoute, tant pis. Les égarés de Dejima, donc de Nicolas Wouters et alors Michel ou Michele Folletti, j'ai pas réussi à trouver parce que c'est le premier album du garçon. Ou de la fille. Non, du garçon. Ah, je sais pas, Ça, j'ai trouvé. Tu dis Mickey, c'est pas C'est- très... Eh non, Michele, c'est Folletti. la version. Voilà. Donc bref, toujours est-il que on est sur une nouvelle fraîche puisque ça date du 22 août 2018 au niveau de la parution. Comme toujours avec mes chroniques, on est sur le minimum requis, c'est 128 pages. Voilà. Donc toujours est-il que On n'a pas la vidéo ce soir, Guillaume. Ouais, Arrête c'est- de montrer Pour la ça, vie. j'en profite. Donc Tu Guillaume montes faisait beaucoup plus ta faisait tête sa quand il n'y a pas les pin-up de vidéos. boxe. Ouais, donc il a traversé le ring de boxe avec son petit bouquin comme ça sur le côté. C'est ça. Donc nous sommes en 1790. Il paraît qu'il y a une petite révolution qui gronde dans à peu près tous les pays européens. Enfin, il se passe des trucs comme ça, quoi. Et notamment en Hollande.
Et donc on va suivre les aventures, les frasques d'un certain Thierry de Hasselt, qui est un petit noblion, sauf que lui, il se moque royalement de ce qui se passe dans la vraie vie. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le Japon, et encore un petit peu plus le Japon médiéval. Il apprend de la poésie, il essaie d'apprendre cette langue, il essaie d'apprendre les us et coutumes, etc. C'est son grand délire, sa grande passion. Sauf que bon, à un moment donné, la réalité du terrain le rattrape par l'image paternelle qui lui met un petit coup de pied aux fesses en lui disant tu remballes tes affaires et tu prends le premier bateau parce que là, c'est en train de sentir le pâté. Et donc le voilà embarqué avec l'essentiel de ses affaires, à savoir des livres sur le Japon. Et il embarque plus ou moins clandestinement sur un bateau. Il fuit donc maison, demeure, patrie et toutes ses racines. Bien sûr, comme il s'est un petit peu faufilé parmi les caisses et compagnie, il est donc en petit clandestin et une fois que le bateau est bien parti loin du port, il décide de sortir de sa petite cachette. Sauf que bien évidemment, le capitaine ne le voit pas d'un très bon œil. Surtout que c'est un capitaine qui est un petit peu à l'ancienne, lui aussi, très bourru. Un peu soupolé, quoi. Très très soupolé. Un ancien pirate. Un ancien pirate, pour le coup. Et donc, le jeune comte n'a quand même parti avec une idée en tête. Donc, il sort une belle grosse bourse pleine d'écus sonnants et trébuchants. Et du coup, si je vous emmerde, faut le dire. Hein. Ouais, non, mais c'est. Non, mais on se dit que tu peux intéresser les gens. Ça fait 3 heures qu'on est ensemble et ils viennent se rendre compte qu'ils sont jumeaux de t-shirt. Bravo les gars. Et donc c'était important de le préciser pendant la chronique. Mais tu vois, on faisait ça discret et tout, et toi tu casses toute l'ambiance. Cette chronique est sponsorisée par Space Invaders. Tu étais passionnant, et là d'un coup tu viens de casser toute ta chronique, maintenant ça va être de la merde. Donc, vas-y, continue. Notre petit comte là, qui donc sort sa belle bourse pleine d'écus, espère toucher la corde sensible du capitaine, qui effectivement est très touché par la bourse, prend la bourse et met le jeune noblio à fond de cale, bien évidemment, en lui promettant monts et merveilles, à savoir au mieux une remise aux autorités dès le premier port croisé, au pire ne pas arriver au prochain port et donc finir au fin fond des eaux. Et là, tadam, une tempête débarque. Et on a oui, c'est ça. On a besoin de tous les bras disponibles sur le bateau pour essayer de garder le bateau à flot. Et le jeune comte fera sa part de travail, et même plus, puisqu'il arrivera à sauver le capitaine. Et donc c'est ainsi qu'il espère négocier son voyage jusqu'au Japon. Il le négocie directement, il lui tient la main au bord du vide en lui disant « Au fait, gars !» Et comme le capitaine est très à l'ancienne et très soupolé, il a donné sa parole. Ça lui fait gravement mal à la gorge et ailleurs, et il est obligé de tenir sa parole. Donc, nous sommes sur une bande dessinée avec un dessin extrêmement spécifique, marqué, un découpage sur les planches qui est lui aussi extrêmement marqué, et des choix de couleurs bien spécifiques aussi. Donc on navigue d'un côté dans des tons froids autour des bleu-vert, bleu-lagon, vert-canard, et on se retrouve... Ah, merci. 128 pages, c'est lourd. Hein. C'est ça. Et on se retrouve avec des couleurs qui sont beaucoup plus tranchantes, marquées et vives. C'est vrai qu'on n'a pas la caméra, je suis en train de prendre le bouquin. Ouais, c'est ça, tu fais vachement bien. Ouais, avec des couleurs bien plus marquées, et j'allais dire presque un petit peu à l'ancienne au niveau de la colorimétrie, quoi. C'est... Il y a un petit côté estampe japonaise. Hein. Voilà. Et donc, on rejoint certaines estampes japonaises, parce qu'elles ne sont pas toutes sur ce principe-là, mais on rejoint certaines estampes japonaises. Donc voilà, il y a un choix graphique, une charte graphique, je trouve, qui est extrêmement marquée, avec un dessin qui est un petit peu caricatural à certains moments, mais toujours très très dynamique. Les traits des personnages sont extrêmement grossis, pour pas dire grossiers. Oui. Vas-y, finis ton truc sur le dessin, j'enchaînerai après. Non, j'ai levé le doigt pour pas te couper pour de vrai, en fait. Tu vois, pour une fois que je lève le doigt pour prendre la parole, tu te coupes tout seul. Tu sais pas faire. Donc voilà, bref, on a une charte graphique qui est quand même très marquée. Concernant le scénario, voilà, quand quelqu'un lève le doigt, en fait, moi je suis gentil, je lui donne la parole, je suis con. Hein, mais c'est comme ça. Donc voilà, ce que j'allais dire en te coupant la parole, t'as quand même oublié un petit détail, c'est qu'il arrive finalement au Japon et qu'il rencontre un Ronin qui va le prendre pour maître, et dans ton pitch, t'as oublié un peu le cœur du truc, quoi. Non, j'en parle dans la suite. Ah d'accord, donc quand tu fais le pitch, tu racontes pas le cœur de l'histoire, quoi. Tu racontes juste le début chiant où il se passe pas grand chose d'intéressant. En fait.
Ouais. Mais bon, après, c'est toi qui vois. Et donc on est dans un récit d'aventure. Notre aristocrate donc arrive enfin au Japon, va être pris sous l'aile d'un Ronin complètement déjanté, complètement fracassé, mais en même temps, c'est un petit peu Keishi, c'est un dieu sur terre avec un sabre à la main. Il est limite imbattable. Par contre, il est tout le temps à 4 grammes. Il est juste invraisemblable. Donc, ce Ronin va faire des apparitions un petit peu sporadiques. Il va garder donc le noblio en vie, autant que possible. Parfois en prenant des décisions un petit peu saugrenues, comme le planquer parmi des lépreux. Et notre Hollandais va lui-même payer gravement de sa personne. Je ne vais pas spoiler grand-chose en disant qu'à la page 25, donc on est au tout début quand même du bouquin, il perd sa langue. Et donc ça va avoir une incidence forte sur le reste des discussions, des dialogues, puisque nous, en tant que lecteurs, on va avoir que des choses qui sont... Surtout que personne ne le comprend et qu'il ne comprend personne, parce qu'il ne parle pas japonais. Et on rajoute encore une couche d'incompréhension à l'incompréhension. Voilà. Donc bref, on navigue dans des choses qui sont un petit peu limites au niveau de la compréhension. Il y a des choix forts au niveau scénaristique, des choix forts au niveau du graphisme. On a des peintures, donc façon estampe japonaise. On montre des éléments, des traits de caractère du Japon et des mœurs habituelles de l'époque assez tranchées, assez radicales. Mais voilà, ça sonne vrai. Voilà, on a un fond historique qui sonne vraiment vrai, c'est très crédible. Et puis d'autre part, à l'inverse, les aventures du Noblio sont juste invraisemblables. On ne sait pas si c'est du roman de KPDP ou si c'est juste du grand farfelu au niveau des choix du Noblio, qui est un petit peu bien têtu dans ses choix et dans ses idées, puisqu'il a une idée en tête de ce qu'il recherche et il cherche ce temple-là et il n'en dérogera pas. Au péril de sa propre vie et des gens qui l'entourent. Donc voilà, on est sur un récit d'aventure, un petit peu foufou, un petit peu cru à certains moments, et les éléments graphiques vont excessivement bien dans ce sens-là. Alors après, on peut en être lassé, c'est un petit peu parfois... comme un plat un peu trop salé, c'est bien en petites bouchées, quand il y en a beaucoup, ça peut devenir un peu indigeste, et voilà, les choix graphiques pèse parfois. Pour une fois, t'aurais aimé que l'album fasse 46 pages, c'est ça que tu veux dire? En tout cas, il faut le lire en plusieurs fois. Voilà. Parce que clairement, parfois, c'est un petit peu too much, c'est un petit peu écœurant sur la quantité. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est une première BD pour Michel et Folletti, et je trouve ça assez fort. Il est belge, donc c'est Michel Folletti. Il vit à Bruxelles, mais je ne sais pas s'il est belge. Il est belge. Bon, quand tu vis à Bruxelles, t'es belge. Ok. C'est une espèce de dictateur. Non, mais il a décidé. Bon, écoute, c'est comme ça. Donc, Michel Folletti j'en parlerai à Dana, vit à Bruxelles. Qui vit à Aix, donc elle est française. Oui. D'accord. On est bien d'accord. Non, aixoise, parce que français et aixois, c'est pas exactement pareil. Ouais, d'accord. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec une BD qui personnellement m'a beaucoup plu, parce que beaucoup d'éléments historiques japonais posés, en place. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais voilà, attention au niveau des choix graphiques qui peuvent quand même un petit peu gêner. Et vous, messieurs, dames ? Oui, alors moi, je trouvais que graphiquement, c'est vrai que c'était un petit peu... Non, franchement, très bon premier album. On voit que le gars a des influences fortes d'un point de vue graphique. Ça m'a beaucoup fait penser à... Ah, putain, on avait lu un truc sur Ambre Gris, c'est ça. Il y a un peu ce côté-là, sur le travail sur la couleur. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui... quelque chose de très marqué, de très fort pour créer du contraste et du récit. Je trouve qu'au niveau de l'ambiance, effectivement, c'est bien transmis. Le fait Michel Durand. Ouais, le fait qu'il se retrouve au milieu en plus d'une crise au Japon, alors qu'il pense que le Japon, c'est magique. Non, c'est un album qui est plutôt bien trouvé, intéressant. Au niveau du dessin, c'est un bon premier album. Maintenant... je pense que moi, j'ai pas réussi forcément à capter le sens de ce qu'il voulait être raconté, au-delà de l'histoire d'aventure, hein, qui est prenante et qui est sympa, mais on sent qu'il y a un fond. Il y a une volonté de dire quelque chose, mais j'ai pas trouvé quoi, et c'est ce qui, quelque part, quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit, putain, j'ai raté un truc, quoi.
voilà. Je sais pas si... Pour moi, c'est l'honneur qui était une valeur forte du Japon et qui, en ces temps de changement, est mise à mal. Et c'est pour ça que ce Ronin, qui est plus que droit dans ses bottes, est un paria dans cette société-là. Et à l'inverse, une société européenne qui est en pleine déconstruction elle aussi, et où à l'inverse, celui qui fuit, c'est celui qui a des idées fortes d'ouverture vers l'extérieur. Donc on est dans cette espèce de paradoxe avec deux personnages à la fois avec cette même droiture et cette même rigidité au niveau de leur ligne directrice, mais dans deux situations qui sont contradictoires. D'un côté, c'est le Japon qui est fermé sur lui-même, mais qui va vers l'ouverture, et à l'inverse, l'Europe qui refuse une ouverture vers les cultures étrangères, puisque les choix d'ouverture vers le Japon du petit Hollandais sont mis à mal par les traditionnalismes de son pays et de sa communauté noble. Bien, nous allons donc pouvoir passer à la suite. Nous avons parlé des Égarés de Dejima, de Nicolas Woulters et Michel Folletti chez Sarbacane pour 22,50 €. Il fallait qu'on en parle, parce qu'on est peut-être les derniers à le faire. C'est Podum. Podum C'est le tome 2, c'est ça? Non, Ah, pardon. c'est Thomas, de Hubert et Zanzim. Alors, Hubert est un auteur que j'apprécie particulièrement, et j'avais déjà lu la première collaboration qu'il avait fait avec Zanzim, Les Yeux Verts, qui ne s'est jamais fini. D'ailleurs, je crois même qu'on l'a chroniqué il y a super longtemps. C'est possible, il faudrait fouiller dans les archives. Voilà. Et donc, il arrive sur un livre qui reste... C'est pas son dernier, parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis, mais c'est un peu celui qui est sorti peu de temps après son décès. Vraiment peu de temps. Juste avant, en fait. Juste avant son décès, il est sorti. Si je me souviens bien, il est sorti avant son décès. On a appris sa mort peu de temps après. Voilà, donc quelque chose qui était un petit peu triste, parce que c'est vrai que c'est un scénariste qui était très intéressant, qui posait beaucoup de questions justement sur la représentation masculine, sur l'homosexualité. Et dans Podum, il allait vraiment chercher ces sujets à donf, en écrivant une sorte de fable, de conte, qui nous raconte l'histoire de Bianca, qui, à l'époque de la Renaissance italienne, qui est une jeune fille qui est destinée à se marier avec le jeune Giovanni. Sauf que bon, Giovanni, en fait, les filles, c'est pas trop son truc. Pas vraiment. Mais pour aider Bianca, qui est totalement, comme à l'époque, elle va se marier, elle ne connaît rien aux hommes, elle n'en sait rien, elle ne sait pas comment ça marche, elle ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais plus si sa marraine, sa mère, ou etc., lui donne une... Sa marraine. C'est sa marraine, voilà. Oui, forcément, on est dans un conte, c'est sa marraine. Lui donne une peau d'homme qui, lorsqu'elle la revêt, lui permet de prendre les traits, l'apparence et tout ce qui va avec d'un homme. Et donc, à partir de là, elle commence à se balader dans le monde des hommes, à voir comment ils vivent, comment ils sont, comment ça se passe, et à se rapprocher de Giovanni. Je ne vais pas aller plus loin dans le récit. Ça m'a un petit peu fait penser à truc genre qui était putain, on a fait des BD des glaçons dessus. Avec la silhouette de la femme. Tu as le Mauvais genre. Mauvais genre. Moi, j'avais un doute sur le titre. Mauvais genre. Ça m'a un peu fait penser à Mauvais genre sur la thématique de la personne qui change de sexe et qui commence à voir comment ça fonctionne. Mais on reste dans le conte. On reste dans un récit beaucoup plus ouvert sur une découverte de les différences de la sexualité. Ça arrive à parler de la difficulté d'être une femme au temps de la Renaissance aussi, de tes ouvertures, de ce que tu as, de la représentation, de ce que tu es. Oui, j'ai mes volets qui se ferment automatiquement à une certaine heure. C'est magique, mais on va ouvrir parce qu'il fait chaud. Bref, voilà. Moi, c'est un album qui m'a plu. Zanzim, au niveau du trait, est pas passé comme il a fait sur Les Yeux Verts, sur un trait en couleur directe. Il est sur quelque chose de colorisé, de plus clair, beaucoup plus ligne claire que ce qu'il avait fait dans le précédent album de lui que j'avais lu, mais qui colle vachement bien à cette thématique de conte. D'ailleurs, on le voit rien qu'à la couverture, il y a un jeu sur des perspectives un peu fausses, qui font penser au dessin Renaissance. C'est le travail de la Renaissance. Voilà. Et
Puis un jeu aussi, Bianca est vraiment d'une blancheur totale, alors que la peau d'homme lui donne une couleur humaine. Enfin, voilà, il y a tout un jeu là-dessus. Hubert est aussi coloriste, donc, et c'est ça qui est rigolo, parce que je crois que c'est Hubert qui colorise le dessin de Zanzim, faudrait vérifier, il me semble. Et voilà, moi c'est un travail Non, que non, je c'est Zanzim à la couleur. C'est Zanzim à la couleur. Parce que je sais qu'Hubert a été pas mal coloriste aussi. Enfin bref, c'est un travail que j'ai trouvé superbe, un très beau conte, une très belle histoire sur ce qu'est la sexualité, et comment on la vit, comment on vit son genre. Ça a gagné des tonnes de prix. J'avoue qu'au départ, je me suis dit, bon, ça gagne des prix juste au moment où l'auteur est mort. Ça fait un petit peu hommage mortuaire, tu vois. Et non, je crois pas, parce que c'est vraiment, j'en ai lu quelques-unes de BD d'Hubert, une de ses plus grandes réussites, parce que ça peut parler à tout le monde, et que c'est le genre de BD, tu vas pouvoir l'approfondir pour aller en tirer plus que ce que donnent les premières apparences, qui est un conte sympathique. Et qui va beaucoup plus loin que ça sur sa critique de la société, sur la relation au genre et au pouvoir de chaque genre. Messieurs, ouais, je vous laisse bouche bée. Moi, j'ai beaucoup parlé sur la précédente, allez-y. Bah écoute, moi je suis pareil, je savais que ça avait gagné pas mal de prix, donc je me suis dit, bon, la vie générale doit pas être toujours mauvais. Même si parfois ça n'est pas trop commun. Ouais, c'est mainstream quoi. Ben, je pense quand même qu'on n'est pas vraiment dans le mainstream, parce que je pense que certaines personnes, ça peut quand même les gêner de lire ça, tu vois, ça peut ne pas passer du tout. Ouais. Le côté justement changer de genre, homosexualité, c'est quand même... Ouais, enfin, c'est des gens qui sont pas. Enfin, voilà quoi. C'est une Papa et maladie. Hein. maman. Oui, mais enfin bon. Et franchement, je me suis régalé avec Podom. J'ai passé un très très bon moment. Et comme tu dis, il y a tout un tas de questionnements qui sont venus en le lisant. Parce que justement, avec cette femme qui est un homme et qui du coup te pose des questions par rapport à ce que toi tu vis. Enfin, voilà, c'est source de réflexion. Et en même temps, c'est divertissant, donc c'est intéressant. C'est ça, c'est que les sujets abordés sont quand même assez profonds, c'est sociétal à fond. Pour autant, c'est transposé dans la Renaissance, donc on n'est pas dans une critique directe de la société actuelle. Mais on garde ce côté un petit peu conte, on garde ce côté un petit peu léger. Il y a des rebondissements, il se passe des choses. Voilà, on n'est pas dans un truc prise de tête totalement psychophilo. Et c'est vraiment ça. Alors que le bouquin a quand même son nombre de pages. On avance vite. C'est vraiment très très agréable et on se fond bien, nous, justement, dans la peau du personnage. On se plonge totalement à sa place, je trouve. Alors, moi, c'est un bouquin que j'ai mis du temps à lire parce que mes collègues l'ont lu plus vite que moi à la librairie. Ont tous mis un coup de cœur unanime dessus, donc je me suis pas inquiété de le lire rapidement. Voilà. Ils m'ont fait le pitch, je m'en suis servi, et puis très bien. Pour autant, je regrette pas de l'avoir lu parce que j'ai fini par le lire quand même. Puisque c'est un sujet que j'aime, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet qui m'est cher, le transgenre, la position de la femme, la position de l'homme. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas question que de la position de la femme, il est question de la position de l'homme aussi. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que on se retrouve souvent dans la situation où, oui, pauvre femme, et puis les hommes fonctionnent pas dans la société, c'est tous des salauds. Bref, ok. Je trouve que c'est intéressant d'essayer d'aborder le sujet de tous les points de vue possibles parce que voilà, c'est un sujet vaste et complexe. Pour autant, comme disait Thierry, le conte, l'aspect conte est bien et intéressant parce qu'on peut le mettre dans les mains d'enfants plutôt jeunes. Bon, peut-être pas enfants, plutôt ados, à partir de, on va dire, 14-15 ans. Il n'y a rien pour les choquer et en même temps... C'est pour toi, Evelyne. Et en même temps, il y a ce qu'il faut pour les amener à la réflexion. Ça me fait penser aux contes que je lisais quand j'étais enfant ou qu'on m'a raconté parce que je les ai pas tous lus. Et voilà, c'est un bouquin auquel je pense souvent, que je me remémore, qui continue à me faire réfléchir et que j'ai pas pour autant besoin de relire systématiquement. Un peu comme les contes pour enfants, donc ils sont là pour nous aider à grandir, pour nous aider à comprendre.
qu'on accepte ou pas, qu'on soit d'accord ou pas. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que quel que soit notre avis, quelle que soit notre position par rapport à ça, il est juste là pour nous aider à réfléchir. Ouais, je trouve que c'est un pilier, c'est une pierre fondatrice dans ces éléments de réflexion. Ouais. C'est pas un album parmi tant d'autres, c'est un peu un élément au centre de ces éléments de réflexion, tellement il est bien réussi. Et comme tu le disais, effectivement, il aborde les aspects du côté de la femme, du côté de l'homme, sans forcément prendre parti en disant pauvre machin ou pauvre bidule. Le seul qui s'en prend plein la gueule, c'est la religion. Mais quelque part, Ouais, mais ça, c'est pas grave. ils ont sans bien mériter. cherché. Quand on parle un peu Ça d'ouverture, fait 500 ans que ça n'a pas bronché. quand on donc parle à un peu moment donné, d'ouverture au genre, à la sexualité, à la représentation, etc., C'est effectivement, la religion on prend forcément plein la gueule. C'est ça, c'est l'idée. Mais Et, c'est bien, on est en France, on a le droit. Exactement. Et voilà. Et du coup, voilà. Pour moi, c'est un album qui fait date dans le sens où c'est pas un album parmi tant d'autres sur la thématique. C'est plutôt un élément fondateur de la chose, quoi. Ouais. Et pour en revenir à ton analogie avec Mauvais Genre, que j'aime beaucoup aussi, qui fait partie de mes must-have et de mes gros coups de cœur, ben je trouve la comparaison, on va dire, du fait que pour moi, Podum est plus facile et plus universel. Et je trouve que la comparaison de ce point de vue-là, elle est pas bonne. Parce que Mauvais Genre est très bien, mais tu peux pas le mettre dans toutes les mains. Ah oui, non, c'est clair. Non, mais Alors que pour moi, Podum c'était est beaucoup plus plus sexué. facile. pour moi, c'était Ouais. c'était une comparaison thématique. Et encore, Ouais. la thématique, disons que le changement de sexe qu'il y a dans Mauvais Genre est quelque chose qui quelque part est néfaste pour le personnage. Il y a une sorte de voilà. Donc je disais juste que c'est une thématique, j'y ai pensé tout de suite en fait. C'est pour ça que ça m'a semblé une thématique proche, évidente, mais un traitement très différent, ça c'est clair. Oui, mais enfin, comme tu dis, proche, évident, mais en même temps, je pense que c'est pas rendre hommage. Enfin, c'est important de différencier les deux sur ce point-là, de dire que l'un est plus facile d'accès pour tout le monde et l'autre est beaucoup plus pointu parce que là, on est vraiment dans notre société plus contemporaine et plus. Enfin, Disons que je pense qu'il y en a un qui fera évoluer les opinions plus facilement et c'est Podum. voilà, Voilà, on et est c'est- d'accord. C'est ce que. Enfin, merci. Complètement. C'est ce que je cherchais à dire. Voilà. Alors, je fais je lance un caillou en perspective. Lors de notre émission de rentrée, il est fort possible que nous ayons un autre bouquin d'Hubert qui est sur la thématique aussi, dans le même genre, qui s'appelle Joe la pirate. Oui. Ouais, il faut que je le lise d'ici là. Il a l'air trop bien. Ouais, ça a l'air bien. Et puis c'est Virginie Augustin, j'adore Virginie Augustin. Là, j'ai quand même l'impression qu'on est tous en train de dire que du bien de ce livre. Mais oui. Est-ce que ça ressemble à un coup de Il a cœur? rien dit, Mathieu. Si, j'ai dit, moi, j'ai déjà Oui, parlé. oui, t'as déjà parlé. Personne t'écoute. Mathieu. Et moi, j'étais Franchement. très concis, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis précis, Ouais. pointu, affûté. Tu montes ton cœur derrière Space Invaders ou pas? Ouais. Bon, je crois qu'on est unanime sur le coup de cœur du bouquin. Absolument. Ça me fait mal de donner un coup de cœur à un bouquin que toute la presse encense, j'ai l'impression, d'être de la vie c'est générale. moche, mainstream. On n'est plus des rebelles, quoi. On n'est plus des indés. C'est la loose. Bon, tu veux que je sois totalement de mauvaise foi et que je le désingue ou pas? Oh, putain, t'es cap, donc on va éviter. Et tu pourrais même réussir à convaincre des gens. Donc, Podum d'Hubert et Zanzim chez Glénat pour 27 €. Et nous passons maintenant à Puisqu'il faut des hommes de Philippe Pelaez et de Victor Lorenzo Pinet. Je vais Pinel, zoomer. je crois. Pinel. Ouais, non, je vais zoomer sur mes pages parce que j'arrive pas à lire. Alors, Pelaez et Pinel. C'est eux. Philippe et Victor. C'est ça, c'est eux. Tu les as retrouvés. C'est marqué sur. Ah, parce que c'est écrit. Oui. Ah, mais c'est comme ça que vous faites pour connaître les noms des auteurs. En fait. Ok. C'est le secret. Je suis pas si fort que ça, en fait. D'accord. Putain, vous savez lire des couvertures, quoi. Putain, c'est bon, ça. Bon, Et du cher. coup, ça parle de quoi? Ouais, c'est Alors- cher Guillaume. Puisqu'il faut des hommes, je vais essayer de faire court. C'est pas forcément évident à la base. Très honnêtement, c'est le représentant qui m'a donné envie de le lire. En fait, voilà, c'est l'histoire de Joseph qui est issu d'un petit village du fin fond du terroir français, qui est parti à la guerre parce qu'il fallait bien partir à la guerre. Mais bon, enfin voilà, c'est la guerre d'Algérie d'ailleurs. Et bon, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément apprécié par tout le monde au village, d'autant que pendant son absence, comme il n'était pas là pour aider à la ferme, son frère aîné, qui était promis à un brillant avenir sportif, a eu un accident et se retrouve en fauteuil. Fauteuil ou handicap, ça fait longtemps, j'avoue. Désolé. Donc bref, voilà, la guerre est finie.
où il rentre au pays. Et là, il va se confronter à tout son village et à toutes les opinions diverses et avariées qu'il peut y avoir dans ce village. De la charmante demoiselle qui travaille à la poste et qui lisait ses lettres alors que c'était pas forcément prévu, et qui lui voue un espèce de culte à sa famille. Bref, c'est voilà, le propos principal, c'est qu'est-ce qui se passe quand on rentre de la guerre, qui on est, comment on est, qu'est-ce qui ça a fait de nous, qu'est-ce qu'on est devenu par rapport à notre regard à nous et par rapport au regard des autres. Et donc voilà, tout l'intérêt de ce bouquin, c'est ça, c'est finalement qu'est-ce qu'on devient quand on a fait la guerre, et à tort ou à raison, qui nous juge, pourquoi, quand, comment. C'est voilà un thème que j'aime beaucoup, qui parle qui parle des hommes et de la nature humaine, et du fait que le jugement est facile, la critique est aisée, mais finalement qu'est-ce qui s'est passé derrière. Donc voilà, bon, si on devrait parler du graphisme, c'est, on va dire, relativement classique. Je pense pas qu'on ait réinventé un genre avec ça, mais ça vaut quand même, c'est bien fait, c'est efficace, et tout ça fonctionne très bien avec l'histoire. Et il n'y a rien à redire en fait. Bon, moi je présente souvent des coups de cœur dans l'émission parce que c'est plus facile pour moi d'en parler. Mais voilà, vraiment à lire, tout simplement à lire, parce que ça fait réfléchir sur beaucoup de choses. Moi, c'est un bouquin, c'est chez Grand Angle, donc Grand Angle nous propose les services de presse. Clairement, hein, c'est une histoire de guerre, ce qu'elle a l'air intéressante. Je me suis dit, ça, c'est le genre de truc Thio va peut-être le demander. En plus, sur la couverture, il y a un gars avec son reflet dans une flaque. Je me suis dit, ça, c'est pour Tizak. Tous les bouquins avec des reflets dans une flaque, les derniers qui sont sortis, ils les a achetés. Ouais, j'ai une étagère où je mets que ça. Non, mais c'est vrai. Tu fais des flaques ? On avait remarqué. Est-ce Voilà. que tu as vu que le reflet était faux, puisque là c'est costard et là c'est uniforme. Non, je pense à Ouais, ça Malgré va. tout. Je sais plus lesquels autres. Il y en avait plusieurs que tu as C'était chopé bien aussi récemment. celui-là. Oui. Un peu facile mais bien. Voilà. Très très bien. Et c'est vrai que, bon, c'est pas du tout mon genre de cam. Donc je l'ai pris avec Ah, t'aimes curiosité. pas les flaques? Ouais, c'est ça. Je l'ai pris avec Il aime pas en fait la BD. Il aime pas les BD. une très grande curiosité. Et je suis totalement tombé dedans, parce que plus qu'un récit de guerre, c'est un Dans la flaque récit sur le retour de la guerre, et qui est super intéressant, avec en plus une chute auquel... Alors je pense que c'est le genre de chute que tu peux deviner, mais moi en tout cas, j'ai été surpris. Un trait, tu dis, un peu classique, mais je trouve qu'il y a un peu cette modernité d'aller chercher des influences un peu partout. Je trouve qu'il y a du Taniguchi dans le personnage principal, c'est pas alors qu'on est sur un style qui se veut un peu réaliste à la franco-belge, mais on va chercher, tu vois, des influences un peu partout. Il y a peu de scènes d'action, mais les scènes d'action, plutôt une mise en scène qui va chercher un peu plus dans le comics, dans le dynamisme des personnages, sans chercher dans les cadrages à la comics. On reste sur quelque chose de très classique, mais on sent qu'il y a beaucoup d'influence à ce niveau-là. Tu vois, les discussions, il y a assez peu de décors dans tout le côté discussion. J'aurais peut-être dû dire simple alors plutôt. Ouais, voilà. Donc il y a un trait qui est simple, très, très clair, mais qui va chercher beaucoup d'influence. Et moi, c'est le genre de dessin que j'aime beaucoup, cette genre de nouvelle école qui va chercher des éléments un peu partout, des influences qui font que c'est ce que j'appelle la World BD, quoi. C'est la BD qui s'est nourrie de toute la BD qui existe. Et c'est un récit qui est fort, c'est un récit très humain. Moi, je suis très content de l'avoir découvert. Je suis un peu tombé sur le cul. J'ai une petite inquiétude quand même, parce que ça s'appelle Puisqu'il faut des hommes, Joseph. Ça sous-entend peut-être qu'il y aura un autre Puisqu'il faut des hommes. Par les mêmes auteurs, ce serait très bien, mais je me dis que ce bouquin est tellement, pose une base tellement costaud. Arriveront-ils à poursuivre ce genre de récit? Parce qu'on voit, il y a un dossier à la fin qui t'explique un peu leur thématique, pourquoi ils ont traité de ça. Quel va être vraiment l'angle de ce qu'ils vont raconter, s'ils continuent, si ça devient une série en fait. Voilà. Alors, je me permets, je reprends la parole. J'ai envie de dire que ça devienne une série ou pas, finalement, c'est pas si important. Ah oui, je suis d'accord. Puisque en admettant qu'il fasse un deuxième tome, si éventuellement il est raté, c'est pas très grave, dans le sens où Joseph se suffit à lui-même.
Je suis bien d'accord. Mais disons que c'est la question de dire ah merde, il pourrait y avoir un autre. Je vais être curieux. Mais tu sais, ce côté déceptif de dire ah ils avaient fait un premier tome tellement bien, j'ai hâte de lire le deuxième et d'avoir ce côté déceptif parce que moi j'en attendais rien à la base aussi, tu vois. Donc mon plaisir a été plus grand que ça. Et pour le coup, dès qu'ils vont faire un deuxième tome, je les attends au tournant, les pauvres. C'est dégueulasse pour eux. Hein. Thio Il me faisait de l'œil quand je l'ai vu sur le truc des SP et c'est vrai que je l'avais pas pris. Alors du coup, quand tu l'as proposé, je fais ah putain c'est cool parce que je l'avais vu et j'aurais bien voulu le lire en fait. Et alors au niveau du dessin, je suis entièrement d'accord avec toi pour les multiples influences qu'il y a à l'intérieur et qui fait que du coup c'est très agréable à lire et en même temps il y a quand même, je trouve, une très bonne narration au niveau du dessin parce que ça nourrit la réflexion que tu as vis-à-vis du vécu de Joseph. Et au niveau du scénario, moi, ça m'a... Mais je suis resté con, parce que vraiment, je suis resté sur... Mais je ne m'attendais pas un brin à ce qu'on aille vers là. Je voyais une direction, mais je ne voyais pas du tout ça. Pas du tout. Et finalement, ça te change tout le bouquin, parce que tu te dis, oh putain, mais ah ouais. Mais voilà, cette claque-là, je me suis régalé. Vraiment, je regrette de ne pas l'avoir pris parce que c'est vraiment une super découverte. Voilà. Et humainement, ça te pose beaucoup de questions par rapport justement à la guerre d'Algérie et à beaucoup de choses voilà, qui se disent en ce moment et qui reste quand même, on va dire, une thématique qui est quand même assez récurrente, que ce soit dans l'actualité ou même dans des réflexions politiques ou historiques, et ça te change ça te fait penser et réfléchir à des choses, quoi. C'est vraiment un très 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 bon bouquin. Voilà, moi je le mets parce que voilà. Bon, je crois que c'est notre deuxième coup de cœur d'affilée. Franchement, Ouais, on devient un petit peu... Attention, jamais 203. Moi je dis, on devient un peu des tafioles, on met des coups de cœur partout. Franchement, on déconne. Alors, si ça peut te consoler, il a eu vachement moins de prix celui-là. Mais Ouais. si tu veux, on peut dire coup de boule, t'as envie aussi. Non, mais après, vu qu'on a dit du bien de Podum, dire qu'on est un peu des tafioles à mettre des coups de cœur, c'est un peu contradictoire. C'est le genre de truc qu'on n'a pas le droit de dire, donc je retire. Non, ça mérite. Puisqu'il faut des hommes, Joseph, C'était de très clair. Philippe Hélène On est et d'accord. Victor Lorenzo Pinel chez Grand Angle pour 15,90 €. Enfin, finalement, quitte à avoir un coup de cœur, autant acheter 15,90 € plutôt que 27, quoi. Ah, et quand même, Podum, Non, mais ça, Faut acheter les deux. coups de cœur, ça n'a pas de prix en fait. Voilà. Dis le libraire. Putain, merci. Stop. Non, Il est con, lui, ou et quoi? puis l'avantage, c'est Tu que vas me faire mettre je la veux dire, clé sous le paillasson, quoi. Non, Il y mais a blague à part, si deux tu coups veux, de cœur, s'il y a ça te fait qu'un 30 €. Ouais. Alors que lui, un bouquin de merde, ça fait 30 € aussi. C'est ça. Non, et puis j'ai envie de dire, si tu dois acheter qu'une chose dans une librairie, c'est les coups de cœur. À 27 €. Ou même à 15, c'est pas la question. On a plein de coups de cœur qui sont à 7 €, tu vois. J'ai plein de coups de cœur en manga aussi. Ouais. C'est les trucs. Enfin, on en t'as discutera pas après dessus, là. Ouais, voilà. On va parler plutôt de Mind MGMT ou Mind Management, je suppose que c'est comme ça que ça doit se prononcer, de Exactement. Matt Kint, en auteur solo. On le connaissait en tant que scénariste pour plein de choses très variées. On a lu un truc sur Valiant qui nous racontait un peu la réécriture du monde de Valiant, qui était plutôt intéressante. Toi, ça avait bien plu, c'était toi qui avais sorti ça. On l'a lu. Excuse-moi, Ouais. non. Là, si tu comptes le lire, non, stop, Thierry. Quoi Il faut lire dans le bon Il sens. faut vraiment lire dans ça. le bon sens, parce que sinon tu vas te couper tout le Ah oui, plaisir. non, il y a vraiment une chute qui déchire dans Puisqu'il Voilà, faut des si hommes. tu veux le lire, lis-le, mais Dans l'ordre. ne le fais pas comme ça en Voilà. feuilletant à la fin, quoi. C'est pas malgré tout. Même s'il y a une couverture avec un reflet. Excuse-moi, donc on était à Reprenons. Mind Kint. Il va se prendre un coup de bouquin sur la tête, lui, avec Voilà. son front, là. 15,20 €, s'il te plaît. Bref, rapport d'opération, tome 1/3. Guerre psychique et... C'est quoi le sous-titre? Je le lis de loin, mais il est... Alors, c'est la guerre psychique et leur influence invisible. Voilà, ça fait vraiment manuel complexe. Exactement. De toute façon, c'est Un très gros livre, chez tout ça l'ouverture. C'est l'analyse de terrain vous concernant, comprenant un chapitre sur votre paranoïa. Il faut porter des gants psychiques pour lire donc le livre. Matt Kine, donc, qui fait donc, le scénario, qui fait le dessin, qui fait la couleur et qui fait même le lettrage. Donc, grosso modo, c'est... Il Voilà. nous le livre aussi, ou pas? Écoute, non, mais franchement, je pense que voilà, on peut vraiment dire que c'est son bébé. Hein. Là, il a vraiment Excuse-moi, confié par à contre, personne. il fait 800 pages et c'est le tome 1/3? Oui,
Parce qu'en fait, au départ, c'est. Et t'es le seul à pas l'avoir lu. Il y a un truc bizarre quand même. D'où le fait que j'ai pas fini le tome 2. Hein. Je pense qu'il y a un complot. Je pense qu'il y a une manipulation de Thierry pour qu'il ne lise pas ce livre. Je ne vois que cette explication. Exactement. Le mind management est derrière tout ça. Donc du coup, en fait, au départ, c'était une sorte des fascicules. Et donc là, en fait, tu as, je crois, 12 fascicules qui ont été réunis en un seul. Je crois que c'est 3 traits de paperback à l'américaine. C'est un gros... Voilà. Et donc du coup, en fait, ils ont fait ça sous forme de 3 bouquins pour la France. Donc c'est par contre, voilà, juste on va peut-être parler comme de l'éditeur, c'est Monsieur Toussaint Louverture. Monsieur Toussaint Louverture, qui sort un super bouquin avec, voilà, je trouve qui est au niveau de top qualité, et ça fait vraiment le dossier complotiste, quoi. Tu sens bien qu'entre les mains, il y a un truc qui... Alors, clairement, c'est une qualité de Toussaint Louverture. Ils font des putains de beaux bouquins. Ils font pas que de la BD, mais leurs bouquins, en général, c'est de la belle édition, j'ai envie de dire. Je sais pas si le libraire partage. Non. Si, oui, si. Il partage. Si. Parce que t'en as eu peut-être plus que nous de bouquins de Toussaint Louverture entre les mains. Bah, après, comme tu dis, il fait pas que de la BD, mais... et puis, très honnêtement, là, je les remets pas tous, mais si, ça reste un très bel objet, un très bon bouquin, ouais. Très beau bouquin. Mais au-delà de l'objet, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Le résumé le plus dur du monde, vas-y. Alors, on va vous parler donc d'une ville africaine où tout le monde est devenu barjo et tout le monde s'est entretué. On va vous parler d'un avion qui atterrit et en fait tout le monde est devenu amnésique et c'est même pas comment est-ce que l'avion a atterri. Sauf un passager qui a disparu. On va vous parler donc d'une autrice, écrivain, reporter. Bon, en fait, la meuf avait déjà eu un Pulitzer, je crois, pour un livre, son premier livre, Investigation, et en fait, elle va enquêter justement sur l'avion en question. Et elle veut donc faire son deuxième bouquin, sauf qu'elle n'arrive pas à le faire. Elle est en pleine dépression, tout va mal, et son éditeur a beau être super sympa. Au bout d'un moment, il en a un peu plein le cul. Parce que ça fait un moment qu'elle essaye de le faire. Qu'elle essaye de le faire, mais qu'elle n'y arrive pas. Ouais, et pas qu'une fois. Pas qu'une fois. Mais ça, elle l'apprend plus tard. Ça, c'est pas encore. Voilà. Donc du coup, on va se croiser. Alors, pour aller beaucoup plus rapidement, je vais dire que il y a des sortes de super-héros avec des super-pouvoirs. Il y a une agence gouvernementale qui essaye d'entuber tout le monde. Et il y a donc pas, en fait, on sait pas vraiment. Ouais, on sait pas, mais on peut supposer. Parce qu'après, ils sont jamais sympas, les agences gouvernementales. Ouais, mais c'est un raccourci un peu facile, en fait, parce que... Pour l'instant, oui. Il y en a des biens. C'est juste qu'il y a des gentils aussi chez eux. Ouais. Ou pas. Ouais, c'est à voir. Donc, au niveau de la narration, alors, le dessin est changeant et parfois dérangeant. Le dessin de Mankind, voilà, on va dire que c'est pas sa principale qualité. Ce qui est top, c'est déjà du coup l'histoire principale que tu lis, on va dire, dans le sens des pages normales, hein, comme une bande dessinée classique. Mais pour que ce soit un petit peu plus compliqué, Matt Kindt s'est dit, tiens, je vais mettre des petites notes sur le côté des pages, ce qui fait que du coup, pour chaque page, tu tournes le bouquin et tu penches la tête, et tu lis donc des petites annotations, parce qu'en fait, c'est un dossier classé, en fait, classifié, que tout le monde ne doit pas lire, donc forcément, il y a des petites recommandations pour te dire comment le lire, comment faire. Et au début, c'est des annotations qui viennent d'un guide du mind management. C'est ça. Oui. Voilà. Et après, il n'y a pas que ça. Donc du coup, ça te fait une sorte de deuxième histoire dans l'histoire. Voire, comme tu disais tout à l'heure, peut-être plus que 2, 3 ou 4 histoires finalement. Mais des fois, c'est parallèle, des fois, ça se recoupe, des fois, non. Et puis, des fois, tu sais pas. Ouais, Et ça finit toujours par se croiser. Ouais, et ça en fait un outil qui est quand même... l'histoire générale, justement, donc, de cette recherche des gens qui ont été dans cet avion et finalement du secret qui est derrière tout ça, fait que tu as une sorte d'aventure, mais absolument hallucinante, quoi, que tu vis, qui est à la fois qui est irréel, qui est un truc de super-héros, fantasy, tu sais pas où est le vrai, le faux, c'est onirique, c'est pas onirique. Tu sais même plus, en fait, à quel moment, tu te dis, mais est-ce que c'est vrai, ce qu'elle raconte? Est-ce qu'on est dans la réalité ou pas? C'est un bouquin pour entendre parano, de toute façon. Ah oui, clairement, oui. Là, parce que tu sais jamais si ce que tu lis est vrai ou pas. C'est là tout l'intérêt des compétences psychiques. Hein, voilà, c'est là où tu te dis, est-ce que ce que je pense, c'est vraiment ce que je pense, ou est-ce qu'on me dit de penser ça? Mais est-ce que je pense que c'est vrai? Est-ce que tu penses que je pense que je pense, ou est-ce que tu penses que je pense que tu penses? En vrai, tu peux même arriver à te poser la question de savoir si c'est un vrai dossier ou si c'est juste une histoire.
Voilà. Bah, tu sais, c'est un peu comme dans Death Note. Tu veux savoir si je. Voilà, Ouais, mais Death Note est vachement plus gentil à côté. Hein. Oui, oui. Ouais. Voilà. Est-ce que tu trouves que le pitch a été assez. Ouais, le pitch était aussi Mais après. flou que le bouquin. Mais disons, moi, si je devais résumer, je dirais, on va arriver dans une histoire où on a une journaliste qui a écrit un roman à succès, qui enquête sur un phénomène bizarre d'amnésie et qui découvre qu'il y a une société qui s'appelle le Mind Management, où il y a plein de gens avec des pouvoirs de contrôle de la pensée. Tous les pouvoirs, tu parlais de super-héros, mais ils ont tous des pouvoirs au niveau du contrôle de la pensée, mais la pensée peut permettre de rendre son corps plus fort. Après, on arrive là-dessus. C'est que du pouvoir psy, en fait, derrière. Alors, je vais couper le cheveu en 4. Moi, je préfère utiliser le mot compétence ou capacité, parce que le mot pouvoir amène une dimension fantastique, alors que c'est pas du tout le but du bouquin. Clairement, il joue sur donc le Mind Management. C'est une organisation gouvernementale, en tout cas officiellement, et ils ont vraiment la capacité de maîtriser le psychique. Et les flux de pensée de la population. C'est leur objectif. Oui, mais pas tous, en fait. Chacun a sa spécificité, et c'est vraiment le pouvoir de l'esprit sur le corps, et sur l'esprit général, sur la masse, sur la foule, sur l'individu aussi. Et c'est ça. Je peux te tuer d'un doigt parce que tu vas croire que je peux le faire. C'est ça. Et j'aime bien ce concept-là. Voilà. J'arrive à te convaincre que je peux te tuer d'un doigt, donc je peux te tuer d'un doigt. D'où l'intérêt du majeur. Mais c'était pas le propos. Est-ce que tu veux poursuivre après ton pitch un petit peu sur où est-ce que tu veux donner la parole Juste peut-être sur le dessin, Ouais. du coup quand même, enfin le travail de Matt Kindt. Comme je disais, au niveau le dessin, c'est pas sa principale qualité, je pense. Après, c'est quand même, moi j'ai trouvé ça quand même très joli. Tout ce qui est décor, tout ce qui des est aquarelles. ouais, ça, c'est des aquarelles. C'est agréable. Maintenant, il y a des fois où c'est quand même un peu compliqué, alambiqué à comprendre au niveau des perspectives, parce qu'il y a des fois où c'est pas top, mais voilà, tu passes. L'essentiel n'est vraiment pas là. Donc, si vous voulez une belle histoire, ne soyez pas rebuté par le graphisme, ni par le volume, parce que c'est un petit peu long à lire. Bah, moi, pour parler du dessin, je dirais que Matt Kindt est un dessinateur, on va dire, efficace, c'est-à-dire qu'il arrive à raconter ce qu'il veut avec son dessin, mais qui raconte surtout par l'outil pour moi principal de la bande dessinée, c'est la narration, la façon dont il va faire s'imbriquer les choses, dont il va nous faire s'imbriquer les cases les unes aux autres, dont il va jouer sur les marges, il va jouer sur, donc avec ces textes qu'il y a dans les marges, les titres, des petits dossiers, chapitres, entre chaque grand chapitre, qui vont nous raconter des histoires sur les personnages, d'où ils viennent, etc., avec un style graphique qui va légèrement modifier, une autre approche à chaque fois. Il y a vraiment un jeu sur le graphisme, qui pour quelqu'un qui n'est pas, je dirais, virtuose en fait, il décide bien, mais ce qu'il faut pour la bande dessinée. Et on en arrive au stade où l'histoire est tellement bien racontée qu'on fait même plus gaffe au graphisme et qu'on est pris dedans. Et ensuite, il y a ce jeu sur la parano que je trouve super intéressant, qui pose quand même la question de où veut-il aller? Qu'est-ce qu'il veut raconter? Et puis même, il y a une imagination il a imaginé d'utiliser les capacités, mais un type de capacité précise qui est des pouvoirs autour de l'esprit. Et à chaque fois qu'il te présente un personnage avec ce type de capacité, il arrive à te trouver une petite trouvaille super intelligente qui fait que tu dis « Ah, mais ça pourrait presque être vrai. » Mais c'est pour ça que je veux pas utiliser le mot de pouvoir. Parce que le mot pouvoir, de fait, c'est un pouvoir. Donc c'est ta gueule, c'est magique, quoi, en gros. Là, on peut parler d'Hercule, par exemple. Voilà, son truc, c'est que lui, il trouve le défaut. C'est pas tellement qu'il soit hyper balèze, c'est juste qu'il a trouvé le défaut de la construction et c'est ça qui lui permet de tout détruire. C'est le pouvoir de Karnak dans Les Inhumains. Peut-être. J'avoue que je ne maîtrise pas suffisamment les Inhumains. Mais Mais moi, c'est ça que je trouve efficace, c'est ça que je trouve bien et c'est ça qui te ramène les pieds dedans et où tu te dis à quel moment c'est une histoire, à quel moment on est dans la vraie vie. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'à un moment, tu te poses vraiment la question de te dire mais en fait, c'est crédible, en fait, ça marche, en fait, ça pourrait être vrai. Est-ce que c'est vrai ?
Puis il y a tellement de manipulation, etc. Et donc, est-ce que ce bouquin ne serait pas juste une manipulation de nous-mêmes pour nous pousser? Ah non! Et puis on nous parle de ces papiers psychiques. Quand tu les lis, ça peut influencer ton esprit. Et que si tu es SOS complotiste, bonsoir. Ah non, mais totalement. Mais sérieux, trop bien fait. c'est bien. C'est super bien. Alors après, c'est quand même suffisamment léger pour que tu n'arrives pas à devenir complotiste non plus. Que tu aies juste le plaisir de faire la masturbation cérébrale pour dire ah oui, en fait, on peut faire du complotisme là-dessus, mais bon, heureusement, ça va, on va rester détendu. Mais enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment Non, mais bluffant. quoi. By LGBT, c'est au complotisme ce que Podom est à l'ouverture sur le genre. Reformule-le, vite. Nous ne validons pas éthiquement, au sein de l'émission, Quoi, au sein de la rédaction. Non mais t'es cette pas d'accord, c'est la vérité. J'y crois maintenant, je suis à fond, il faut que je lise des autres tomes pour savoir enfin quelle est la vérité sur le monde. Oui, d'ailleurs, j'ai entamé le tome 2, mais j'ai toujours pas fini. Il y en a trop à lire. Ah, mais non, ça reste un gros pavé, mais c'est vrai qu'au début, j'ai commencé à le lire en étant oh punaise, et puis avec ces marges, machin chose, à me dire jamais j'arriverai au bout, quoi. Ça va être... je suis mort, je suis fatigué, j'y arriverai pas, et puis d'un coup tu fais oh putain, il est déjà 1h du mat. J'ai pas fait gaffe. mardi. Voilà, c'est ça. Et c'est là que tu sais que c'était une manipulation, du mind management pour te faire rater le boulot ce jour-là, parce qu'il y avait une décision importante à prendre sans toi. C'est tout à fait ça. On prend du ristret ou on prend Un peu de tout. Je crois qu'on est un peu unanime dans nos descriptions. Est-ce que pour vous, cela mérite un coup de cœur, en tout cas sur ce tome 1 voilà, Ti l'a pas lu, donc... ça ferait quand même le deuxième sans la lecture de Ti. Hein. Bah, non, oui. mais c'est-à-dire que ça m'embête un petit peu parce que de ce que vous en dites... c'est ta cam presque. C'est grave ma cam. Donc, il y a quand même 3 tomes, les gars. On peut se laisser le temps de faire un coup de cœur général La sur l'ensemble jalousie, du la texte. jalousie, tu vois comme c'est beau ça. Non, mais pour le coup, je suis assez d'accord avec Ti. Attendons d'avoir fini et comme ça, on pourra faire un coup de cœur unanime sur la série. Surtout que les 3 tomes sont déjà sortis. C'est pas comme si on Oui. allait devoir attendre 5 ans pour pouvoir mettre un coup de cœur. Ah bah le temps de les lire chacun et de se les passer, oui. Ah, mais ça date. Voilà, ça, Non, mais en ça même temps, n'attend que nous. on va avoir On du peut temps. se mettre ça dans la to-do list pour la prochaine Pour la émission. rentrée, hein. Voilà. Oui, je parlais de celle de la rentrée, tu vois. My Name GMT de Matt Kint chez Monsieur Toussaint l'ouverture pour 24,50 €. Nous allons pouvoir passer à notre instant publicité. Instant publicité où nous allons vous parler de... Si vous aimez notre émission, si vous nous aimez, si vous aimez les gens qui font des tonnes de digressions quand ils parlent d'une BD, si vous aimez les gens qui ont le nez bouché quand ils parlent dans un micro et que ça s'entend et que c'est horrible, il va falloir que je fasse une pause pour les boucher. Si vous aimez par exemple vous balader pieds nus sur une moquette toute molletonnée, toute agréable, qui vous rentre comme ça entre les orteils, eh bien surtout, si vous aimez tout ça, n'hésitez pas à participer à notre Tipeee, à nous envoyer des sous. Parce Après, si que vous êtes carrelage, ça marche aussi. Hein. Ah, non, parce que le carrelage, en théorie, s'il te rentre entre les orteils, c'est qu'il y a quand même un gros problème, je pense. Oui, mais moi, je suis ouvert à tout le monde. Moi. Ok. Donc, n'hésitez pas à participer à notre dégueulasse. Tipeee. Ça nous permet de racheter du matériel, peut-être même d'essayer d'acheter un cerveau à nos chroniqueurs. Ou des chroniqueurs tout court. Hein. Ou des chroniqueurs tout court. Peut-être même qu'on pourrait même aller payer pour avoir un peu de qualité là-dedans, mais bon. On va pas On n'a non pas plus le droit trop. d'utiliser le mot, mais je crois que c'est nègre. Mais vraiment, si vous n'avez pas les moyens de nous soutenir de cette façon-là, en nous payant un café par émission, par exemple, voire un café par pain au mois. chocolat, peut-être. Ouais, un pain au chocolat par D'ailleurs, mois. en Une parlant de chocolatine, café, ça marche aussi. Ouais, on va aller voir ça. On va se faire une petite pause d'enregistrement, mais je finis ma pub. Attends, je suis en train d'essayer de choper de la thune, mec. Alors, d'accord, tu ok. m'interromps pas comme ça. L'autre, voilà. Bédéry. Ah, pardon. Oui, mais j'allais y venir, bordel. C'est combien rue des Cordeliers? L'autre solution, c'est de cliquer sur les petites images qu'il y a sur chaque bande dessinée qu'on chronique et qui sont présentes donc dans l'article qui décrit cette émission, qui vous emmèneront sur le site Bubble, sur lequel vous allez pouvoir commander des bandes dessinées chez votre libraire préféré ou proche. Ou très très loin. Vous avez eu une magnifique chronique très Voilà, récemment. interview, voilà. Et donc, vous pouvez même commander à la Bédérie, tu vois. J'allais y venir. C'est bien, c'est Et bien. nous, ça nous Vas-y, fera gagner Encore. un petit peu de sous. Et si vraiment, même ça, vous ne pouvez pas acheter les BD que vous préférez les lire à la librairie, Bande les BD de crevards. qu'on conseille à la librairie, dans la librairie, comme dans les Fnac, parce que les Fnac sont faites pour ça, ou alors dans une bibliothèque, parce que c'est très bien les bibliothèques aussi. Vous pouvez aussi parler de nous et dire que waouh,
Ces gros connards, franchement, ils auraient pu me faire dépenser des tonnes de thunes tellement ils ont bien parlé des BD. Voilà. Et sur ce, je pense que nous allons pouvoir tout de suite passer à la prochaine chronique. Et bien sûr, j'avais failli oublier, nous remercions Chevon, Warloff, Tot, Stéphane, Cobal et Boob pour nous soutenir sur Tipeee. Faites comme eux, vous serez des gens bien. Nous allons tout de suite pouvoir vraiment passer à la prochaine chronique. Nous allons parler de Wanted Lucky Luke par Mathieu Bonhomme. Encore lui. Encore lui, c'est son deuxième Lucky Luke. Il avait fait un premier Lucky Luke très dans les tons bleus, au niveau de la pluie. Un échec total. Ouais, moi j'avais bien aimé. Mais bon, voilà. Et là, il Comme part sur 4 quelque chose. millions d'autres personnes. Voilà. Il part sur quelque chose d'un peu plus chaud, avec une couverture bien rougeoyante, où Lucky Luke se balade seul avec son cheval Jolly Jumper I'm a poor Voilà, lonesome cowboy. dans les grandes campagnes de l'Ouest américain, jusqu'à ce qu'il croise des jeunes filles en détresse, attaquées par des Indiens. Des Coyote Girls. Ouais, 3 jeunes filles qui sont en train d'essayer d'amener leur troupeau qu'elles ont hérité de leur père dans la petite ville d'à côté pour le vendre. Liberty. Liberty, voilà, et reprendre leur vie. Lucky Luke, homme de cœur, décide de les aider, mais les 3 filles décident de se lancer un défi. Quelle sera la première qui le séduira? Et en parallèle de ça, quelqu'un a lancé un avis de recherche sur Lucky Luke. Et donc, il y a une récompense pour sa tête. Petite, la récompense. Ouais, petite. 50 000 $. Yeah. Et en bonus, un temple. On dirait mes factures, à la BDRI. Ah, mais là-bas, c'est Si 1 million seulement. $. Bref, Mathieu Bonhomme reprend le personnage de Lucky Luke en le réadaptant, c'est-à-dire dans un côté plus, je dirais, western spaghetti, un petit peu moins comédie à la Terence Hill, même si Terence Hill a joué Lucky Luke, il me semble. Oui, Je confirme. Voilà. Mais oui, mais pour le coup, c'était un peu dans le ton des BD. non mais c'était très bien. Voilà. Ouais. Franchement, il y a eu bien pire comme adaptation de Lucky Luke. Ah oui, et puis il y a eu bien pire de la part de Terence Hill, oui. On est d'accord. Donc pour le coup, c'était plutôt bien. Bref, et va traiter du sujet de la relation aux femmes du personnage, un petit peu. Mais il est gay, Lucky Luke. En fait, il en a rien à foutre, mais c'est un peu le résumé, je crois. Non, il est asexué. Non, il aime aime bien les chevaux. Voilà. Et les petits bonhommes moustachus rayés. C'est vrai, il faut saturer les micros pour montrer qu'il aime les chevaux. Parce que, voilà. Voilà, reculez quand vous rigolez grassement. Désolé. C'est notre côté Céline Dion qu'on a oublié, désolé. Bref, il reprend un peu son trait qui se veut un peu plus réaliste que celui de Maurice, mais au niveau de la couleur, il retrouve ce côté très mauricien. Je ne sais pas si le mot existe. Enfin, si, il existe, mais pas pour parler de Maurice. Mauricien, si tu veux, hein, mais attention, ça ne veut pas dire la même chose. Hein. Putain, j'aurais jamais dû dire ça. Je savais que tu allais faire un truc raciste. C'est pas raciste. C'est Tais-toi. un peu limite. Mais c'est pas Stop, raciste. n'essaye pas de se justifier, tu vas empirer les choses. Bref, un choix au niveau des couleurs très marqué, pour surtout montrer des ambiances, jouer sur un côté très monochrome des personnages, pour insister sur leurs sentiments, sur leurs expressions. Mais pas du tout, c'est juste qu'il avait utilisé tout le bleu dans le premier. Bah, il en utilise encore un peu. Est-ce Bref, qu'il lui reste quelque chose qui, pour le coup, est très efficace et va dans le ton. Je rappelle que dans le classique, quand Avril est rouge de colère, il apparaît totalement rouge. Dans les BD, on retrouve donc totalement ce ton-là. J'ai trouvé ça sympathique. On retrouve un peu ce délire. Il revient un petit peu pour montrer que c'est une suite sur le délire de la brindille, parce qu'en gros, depuis qu'il a arrêté de fumer, Lucky Luke, franchement, il est moins bien. Apparemment, l'herbe, ça le gamme pas assez. C'est pas une herbe, c'est une fleur. Voilà. Maintenant, que dire à part que je trouve que c'est intéressant, c'est une BD sympathique, mais ça apporte pas grand-chose par rapport au premier, qui avait ce côté un peu surprenant, un peu. On a la vision de Mathieu Bonhomme de Lucky Luke, et là, à part beaucoup de clins d'œil à d'autres personnages de Lucky Luke, des BD, aux auteurs, des choses qui sont même parfois, enfin qui sont destinées vraiment aux fans, j'ai envie de dire, plus qu'autre chose, je trouve que on n'a pas autant de plaisir qu'à lire le premier de Lucky Luke de Mathieu Bonhomme,
qui apportait du frais, du sang neuf. Et là, il y a beaucoup de redites, je trouve. Voilà. J'ai beaucoup aimé, hein, mais je suis pas autant enthousiaste que pour le premier, parce que ça raconte pas grand chose. Un Lucky Luke classique par Goscinny avait toujours un petit côté historique qui nous mettait un contexte de l'époque, etc. Et là, je trouve que sur le contexte, c'est light. Voilà. C'est un peu ce que j'ai trouvé. Maintenant, vous ne serez peut-être pas de mon avis. Guillaume, tu te sens circonspect? Alors, je suis un peu comme toi en fait, c'est-à-dire que je l'ai lu, quand il est arrivé, déjà j'ai accueilli la nouvelle avec plaisir, avec joie. Quand il est arrivé, je l'ai lu assez vite, et je suis content de l'avoir lu. J'ai passé un très bon moment, mais effectivement, il apporte rien de plus en fait. Donc si l'idée et le but c'est d'avoir le même plaisir qu'à la lecture du premier de Mathieu Bonhomme, avec toutes les surprises, tout ce qu'il a amené à Lucky Luke, si votre but c'est ça, passez à côté parce que vous aurez rien de tout ça. Si maintenant le but c'est juste de reprendre plaisir à relire, à continuer à découvrir le Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, allez-y parce que vous allez passer un très bon moment, c'est plaisant. Mais enfin voilà, c'est comment dire, c'est une bonne BD, je suis content de l'avoir lu, mais est-ce que pour autant c'est un indispensable ou un must-have? Non, il y a d'autres choses à lire avant. Je m'attendais plus, tu vois, à voir dans cette série-là, cette collection, un peu comme ils ont fait dans les Spirou 2, qu'on ait d'autres auteurs qui arrivent, et il y en a d'autres. Hein. Il va y avoir un Spirou par Ralph Koenig, que Thierry devra absolument lire, parce que on sait qu'il adore Ralph Koenig, qui, je pense, va avoir un petit côté Brokeback Mountain, parce que Ralph Koenig, il aime bien ça. Pipi-caca-cucu. Il ne comprend pas la subtilité de Ralph Koenig. Fellation et sodomie. Cucu-kiki. Oui, voilà. Cucu-kiki-caca. Voilà, non, c'est petit joueur. Bref, j'attends plus de ça. Thio, quelque chose à rajouter ou... Je partage, on va dire, le fait que beaucoup moins d'engouement que pour l'homme qui tue à Lucky Luke. Les petits clins d'œil sont présents, mais justement, c'est que, tu vois, par exemple, moi, le clin d'œil m'a presque agacé de faire une deuxième fois le gag sur la cigarette, quoi. Tu fais, bon, oui, tu l'as fait la première fois, c'était bien. La deuxième fois, ça fait un peu lourd, style, t'avais pas compris la première, quoi. Donc, tu passes un bon moment, mais ça m'a vraiment pas autant emballé que la première. Donc, Wanted Lucky Luke par Mathieu Bonhomme chez Dargaud pour 15 €, un album pour les complétistes et les amoureux de Mathieu Bonhomme qui méritent qu'on soit amoureux de lui, parce que j'adore quand même vraiment son dessin. Voilà, il assure. Et là, on arrive dans les sélections de Guillaume. Parce que Guillaume, on s'est plaint la dernière fois qu'il nous avait pas amené de manga. Et il s'est dit... Non, on s'est pas tous plaints. Hein. C'est ça qui est bon, justement. Voilà. Et on s'est dit, je vais amener quelque chose. Et là, je note quand même que Thierry a pas joué le jeu et ne l'a pas lu. Et salaud, vous l'avez pas passé. Ouais, quand même. Tu aurais pu faire l'effort de le lire par la pensée à distance. C'est Chocolat et Vanilla de Ano Moyoko chez Kurokawa. Qu'est-ce que c'est ? Donc il faut que je remette dans le contexte parce que j'aime bien raconter et pitcher ce bouquin comme ça. Donc quand on a ouvert la librairie il y a 10 ans, il y a 12 ans en fait, même cette année, 11 ans. Bon bref, c'est pas la question. Coup de vieux. Pardon. Donc j'étais supposément le spécialiste manga parce que c'est, on va dire, une littérature que j'aime beaucoup et j'en lis beaucoup. Et bon, il se trouve que... du shoujo, pas tant que ça, parce que fatalement, c'est mièvre, il y a de la guimauve, ça découline, les paillettes. Moins la cible, quoi. Enfin voilà, bref. C'est pas de la BD de gros barbu, quoi. Voilà, c'est ça, victime des clichés du shoujo. Voilà, je dis non, pas shoujo. Et puis, quand même, spécialiste, je vais quand même en lire un minimum, histoire de savoir de quoi je parle. Professionnel. Et donc, je me suis dit, je vais prendre le plus dégoulinant possible. Et puis j'ai vu la couverture de Chocolat et Vanilla. Donc une charmante petite demoiselle avec chapeau de sorcière, tenue de sorcière, toute mignonne, toute gentille. Ça pue la guimauve à plein nez. Hein. D'ailleurs le sous-titre c'est Sugar Sugar Rune. Hein, voilà, c'est pouvoir magique, c'est trop bien. C'est magnifique. Et voilà, je lis le premier. Et puis je lis le deuxième. Et puis je lis le troisième. Et puis en fait je lis les 8. Et je fais, voilà, bravo, respect.
où je vais rester poli, hein, parce que voilà, sinon je vais insulter l'auteur en disant que c'est pas possible de prendre les gens à contre-pied comme ça. Et voilà, ça commence effectivement en mode shoujo dégoulinant, puisque Chocolat et Vanilla, donc, ce sont les 2 héritières potentielles du trône du royaume des sorcières. Donc la tradition veut que les héritières aillent sur Terre se livrer une espèce de compétition pour savoir qui méritera le trône. Et la compétition consiste à récolter des cœurs cristallisés, donc qui en fait sont la cristallisation des sentiments que les sorcières vont réussir à provoquer chez les gens. Ça dégouline. C'est ça, c'est gluant, vraiment, ça pègue de partout. Et donc, ces 2 demoiselles sont à bloc, c'est trop génial, on va aller sur Terre, on va découvrir le royaume des humains, on va rencontrer les humains, on va gagner des cœurs, c'est parfait, c'est super. Donc, elles rencontrent des gens, elles deviennent copines avec eux, elles récitent la formule magique Sugar Sugar Rune, trop bien, c'est génial, il y a des paillettes et des étincelles de partout. Et hop, elle récupère les cœurs cristallisés. Alors les cœurs vont également servir de système de comptage de points. Et éventuellement, vous pouvez les échanger contre des meilleures baguettes, des meilleurs chapeaux, des meilleurs cafés. Voilà, c'est vraiment super kitsch à voir. Tu vas te stuffer, quoi. C'est ça. C'est du franchement, wow. tous les ingrédients sont là pour dire... C'est du wow C'est- dégoulinant. C'est ça. Ouais, en pire, en fait. Et en fait... les cœurs. Et en fait, c'est ça. Et en fait, c'est bien, les premières rencontres se font, les premiers échanges, les premières amitiés, et on fait les premiers cœurs. Alors bon, un cœur, ça va la couleur va du jaune pipi pour le simple copain au rouge profond pour l'amour passionnel. Et c'est trop bien, les premiers cœurs sont jaune pipi, il y en a même une des 2 qui arrive à avoir le orange, c'est trop classe. Sauf que le lendemain, quand elle recroise les copains à l'école, en fait, ils ont tout oublié. Et c'est là que ça commence à devenir super intéressant, et c'est là que je dis bravo madame, parce que vous m'avez vraiment retourné complètement. On passe de quelque chose de hyper gluant et hyper dégoulinant et hyper à vomir à en fait c'est super intéressant de proposer ça aux jeunes filles, parce que ça va amener tout le questionnement de finalement c'est quoi l'intérêt de rencontrer des gens si c'est pour ne pas échanger avec eux, ne pas les connaître, ne pas apprendre et échanger les uns les autres. Et c'est tout le propos de Chocolat et Vanilla, et je trouve ça parfait pour les jeunes filles qui à partir de 8 ans et puis jusqu'à plus tard, hein, je l'ai même conseillé à des adultes. Et enfin voilà, c'est une super découverte, et c'est parti je me force à lire quelque chose d'absolument dégueulasse à un énorme coup de cœur que je continue à vendre, alors que je pense être un dernier libraire en France à le faire, parce que c'est pas du tout récent. Mais faut savoir que c'est un des titres que Kurokawa n'a quasiment jamais épuisé. À chaque fois que c'est épuisé, il réimprime. Alors, je suis sur le cul, parce que pour le coup, nous, on a lu que le tome 1. Et je sentais ce côté dans le fond, parce qu'effectivement, quand les sorcières prennent le cœur, elles ont pris le cœur, donc la personne ne l'a plus. Et donc, effectivement, je me suis dit, putain, mais ça veut dire qu'en gros, s'il y a quelqu'un qui tombe fou amoureux de toi, tu lui prends son cœur et il est plus amoureux de toi. C'est ça, faut repartir à zéro. Faut repartir à zéro. Et là, tu te dis, waouh, il y a un potentiel super intéressant. Maintenant, c'est vrai que dans le premier tome, tu vois ce potentiel-là, mais il n'est pas du tout exploité. Non, le premier tome est fait pour t'amener à ça. Ah ouais, mais moi, surtout qu'en plus, à la fin, ils se sont dit, on n'est pas encore assez dégouli dans Shoujo, on va leur mettre des petits compagnons créatures mignonnes magiques. Trop bien. Et là, ce que tu me dis me rend curieux. Mais moi, quand j'ai lu ça, j'ai pas du tout envie de lire la suite. Je me suis dit, il y a un potentiel. Mais là, je viens de me lire un tome en entier qui m'a un peu... qui était mièvre, qui n'en pouvait plus, et qui dégoulinait, qui n'en pouvait plus. Plus loin que Wanaipi. Ouais. Comment ça ? Il vaut Vas-y. plus que d'un œil. Hein. J'ai vu plus loin que toi, tu vois. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu. Ah non, mais je l'ai vu venir. Mais je l'ai vu, moi. Mais j'ai pas eu l'envie de lire la suite, parce que je me suis dit, ça prend du temps à arriver, quoi. Ah ben moi, j'ai vu le côté dégoulinant au début. Je me suis dit, oh putain, Shoujo, ça va être chiant et tout. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y a... Putain, merde, c'est vachement plus intéressant et plus profond que ça, quoi. Il y a vraiment autre chose derrière. Il y a un vrai discours. Et donc, j'ai vu après, alors que toi, tu ne voyais pas aussi loin. Bah, si, j'ai vu, parce que Non, je me suis mais dit... tu viens de dire que t'as pas vu. Donc, Non. je peux pas dire que tu l'as Non. vu maintenant. Si, Non, tu as dit que t'avais pas vu. Si, j'ai dit Donc, que j'avais j'ai vu capté. plus que dit. toi. Tu as dit que tu Tu l'as l'avais dit. pas dit. Ouais, enfin, quand je l'ai lu, je me suis dit, putain, c'est parfait pour ma fille. C'est ça. C'est parfait pour ma fille, mais c'est trop dégoulinant. Je suis pas le public visé, même si je sens qu'il y a du potentiel.
Voilà, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Mais moi, je trouve ça très Mais- pratique, en fait. et il y a cette histoire de Quitom. cœur qui s'en va. Parce que du coup, quand tu veux faire que des pecs, t'as le même mec en face et tu fais y piquer des cœurs à la chaîne. C'est trop bon, ça. Ah oui, c'est tout à fait Et possible. il y a 8 tomes, c'est ça? Il y a que 8 tomes. C'est ça aussi qui est chouette, c'est que c'est pas une série fleuve où on n'en finit pas. La série est écrite et faite en 8 tomes Je vais avec une vraie peut-être fin. brancher ma fille dessus parce que là, elle est C'est- plutôt sur Detective Conan en ce moment et je t'avoue Ah oui, qu'on là, a t'es pas rendu, hein. voilà, je suis pas rendu. Ils sont en train de faire une extension. Il y a 130 Dans tomes. l'extension. Il y a 130 Il y a tomes. même eu un spin-off, hein, l'apprenti criminel et tout, Ouais. c'est trop bien. Mais j'adore hein, Detective Conan. Mais, Oui. mais ouais, il y a 130 tomes quoi. L'avantage, c'est que tu peux les trouver d'occasion. Bah même pas, c'est galère. Pas tant que ça, en fait. J'ai cherché. Ah bah oui, les gens ils continuent leur collection. Ils sont cons aussi. Ben non. Donc toi, toi, par contre, tu as envie de lire la suite, Thio. Alors, je suis partagé entre l'envie de lire la suite et ensuite. T'as changé. Hein. Et ouais, tu sais l'âge, c'est comme ça. Hein. Vraiment, t'as changé. Je suis partagé entre l'envie de lire la suite, mais aussi de l'acheter. Alors, je sais pas. Tu Ah vois. oui, à ce niveau-là. Eh ben, Bah, ça pourra toujours servir à sa fille. Hein. Alors le bon compromis, tu vois, c'est éventuellement tu l'offres à ta fille ou à la fille de Pierrick. Tu vois. Tu serais un super tu parrain. serais un super parrain. comme tu. Excuse-moi, j'ai failli Ou être alors- très vulgaire dans la réflexion, mais. Ouais, ok. Ouais. Donc plaisanterie. Tu notes quand même que tu vas aller être vulgaire avec moi alors que c'est le libraire qui est en train d'essayer de te Bon, soutirer alors, ton du coup, je te l'ai pognon. pas dit, C'est mais ça. c'est ça que j'ai acheté à ton fils. Ah, oui, pas de souci. Écoute. Voilà. Donc voilà. Après, pour en revenir sur ce que tu disais, sur le fait d'avoir plus ou moins envie de lire la suite, il y a une espèce de règle tacite en manga qui consiste à dire qu'il faut en général minimum 2 tomes pour se faire une idée. Celui-là, on se fait une bonne idée au premier tome, mais c'est vrai que tu rentres dans le vif du sujet dans le deuxième. Alors c'est pas faux effectivement. C'est d'ailleurs pour ça que souvent en France ils sortent les 2 premiers tomes d'un coup. Hein. Oui, maintenant c'est une technique éditoriale assez fréquente. Voilà. Bon, chocolat et vanilla, vous comprendrez que je coup de n'irai cœur, pas non mettre un coup de cœur parce que c'est moi qui vais faire le triste parce que mon cœur est voilà, il est un peu pipi jaune. Ouais, c'est qu'elles l'ont pris, quoi. Voilà, et donc j'ai oublié ce que c'était et donc on peut voilà. Mais que ça peut toucher son public et ça alors ça j'en suis bien conscient parce que je l'ai lu, j'ai fait oh, ma fille elle serait à donf qu'elle en peut plus tellement. C'est pour te faire un parallèle, je le conseille souvent aux documentalistes qui viennent me voir pour monter un rayon manga au CDI et ça marche à chaque fois. D'accord. Bon, je vais le mettre en classe, quoi. Bonne idée. Chocolat et vanilla. Je connais un bon libraire. Ano Moyoko chez Kurokawa pour 6,60€ le tome. Il n'y a que 8 tomes, ce qui en plus est plutôt pas mal pour du manga. Vous savez que vous êtes. Voilà, vous pouvez lire la fin un jour. Oui. Et c'est déjà cool. La fin est bien ? Oui. En plus. Oui, attends, on apprend qu'il y a même d'autres couleurs de cœur et tout. Et tout. Oh. Attends, tu demandes au mec qui va te vendre les bouquins s'il faut les acheter. Non, mais dans ce cas-là, faut plus l'inviter en fait. Je veux dire, c'est pas la peine. C'est vrai, non, c'est vrai. Vu comme ça, tiens. Ok, bah écoutez, bonne soirée. Ciao. Non, on va passer à des choses un peu plus sérieuses, même si j'ai à peine commencé à le lire. Mais je pense qu'on parle de Il faut flinguer Ramirez, le tome 2 de Nicolas Petrimo. Oh, Prétrimo, t'as écrit Pétrimo, ouais, mais. Prétrimo et sans S à Nicolas, t'étais fatigué. Hein. Nicolas Petrimox. Ouais. Voilà, chez Glénat. Mais de quoi que ça parle rappelle-nous rapidement le tome 1 avant d'enchaîner sur ce tome 2. Sans trop me spoiler, parce que sinon je vais faire la gueule. J'ai l'impression que c'est le truc du tome 2. Donc on suit les aventures de Jacques Ramirez, bien sûr, le célèbre vendeur de Robotop. Ah non, lui il est réparateur juste à la Robotop. Mais Il est réparateur. Enfin, oui, mais il travaille de là-bas, c'est ça le truc. Enfin, l'idée. Ah ouais, mais il est pas vendeur. C'est il le est super lui. réparateur. Attention, faut être Il est bien dans les non, détails. réparé. Faut Point être de vue précis, pardon. Précis. Il faut être précis. On a du mal, là, on commence à avoir du mal sur la prononciation. Comment tu C'est disais la vous, myrte, tout je à l'heure pense. Joker. Donc Jacques, qui est donc le réparateur en chef, l'ultime réparateur, celui qui répare tout chez Robotop. Et ils étaient à deux doigts de montrer donc le... Tu veux pas un whisky d'abord ? D'accord. À deux doigts de faire la présentation du nouveau aspirateur de Robotop, qui était donc une sorte d'aspirateur, c'était le Dyson du monde de la bande dessinée, quoi. Un truc de ouf, vraiment de ouf, une révolution. Tu vois le V11 ? C'est le V11 absolu. Quoi. Voilà, c'était...
Je pense que la ménagère de moins de 50 ans, ça a lui changer la life complètement. On parlait de Et- Fleck tout à l'heure. Et malheureusement, il y a eu un attentat chez Robotop. Le président et je crois une grande partie du conseil d'administration et ainsi que d'autres employés sont morts parce qu'en fait, je crois que le bâtiment a pété. Ouais, kaboum. C'est marrant, j'ai même pas retenu ça, tu vois. Et donc, du coup, on se retrouve avec. Donc, ça, c'était le premier tome. Hein, et Jacques se retrouve un petit peu emmerdé parce qu'il a été récupéré par deux braqueuses de banque, Chelsea et Tyler. Et donc. Ou Bonnie and Bonnie aussi, ça marche bien. Bonnie and Bonnie, ça marche bien. Aussi. Et donc, maintenant, il est en cavale avec la police de Falcon City, je crois, qui le pourchasse. Et on continue donc avec d'anciennes connaissances de Jacques qui, elle aussi, voudraient lui demander quelques explications. La police qui le suit, Chelsea et Tyler qui essayent de se tirer et qui, finalement, le petit vieux, elle le trouve sympa, donc elle essaye aussi de l'aider. Voilà pour, on va dire, le pitch du tome 1 et du début du tome 2. Il y a un début de flou en fait autour de ce personnage de Jacques. On ne sait pas s'il est embrigadé malgré lui là-dedans ou si c'est un tueur de folie identifié et reconnu. Ouais, mais alors totalement avec une sorte de déguisement. Il est en sous-marin, mais totalement underground, mais sous-marin, mais quoi. Sous-marin ultra placide. Je veux dire, le mec, tu le vois pas. Non. C'est un caméléon. Il est invisible. Voilà. Et Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on en apprend plus sur son passé quand même. là, tout à fait, on a un peu plus d'explications sur le qui est Jacques Ramirez. Et pourquoi il faut le flinguer. Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Voilà. Mais par contre, moi, j'ai trouvé ça assez hallucinant, c'est que tu as vraiment une... on passe à un niveau au-dessus de flingage de personnages, parce que là, c'est quand même un gros rythme, ça tire de partout, ça explose de partout. Et voilà, et Jacques est très très fort, quoi. Il est très très fort. Et puis les petites pubs au milieu quand même pour oui, mais si, puis il y a plein de petites pubs au Tu vois, milieu. ça c'est le doigté. Ça. J'ouvre le bouquin et pile poil. Tu as encore toujours des publicités pour des voitures, pour d'autres choses, voilà. Des trucs de films, mais tout le... Voilà, balou. Voilà, oui, bah voilà, du coup, c'est le flic de Meryl Hills, agent 2. Bon, c'est le flic de Beverly Hills, non mais tout est bien. C'est bon, t'as fini de jouer avec ta bande horloge? Ouais, moi je l'ai pas lu encore, donc je vous écoute. Hein. Je suis en train de mettre le réveil à l'heure, c'est tout. Mais à un moment donné, faut voilà. Non, mais ça a l'air captivant. J'ai envie de le lire. J'ai commencé les premières pages, ça me donne très envie. Effectivement, avec ce superbe flashback. Mais donc, pour une fois que je vous coupe pas la parole et que je vous laisse faire votre chronique, je sais pas pourquoi vous venez me faire chier, quoi. Juste on n'est plus habitué. Excuse-moi de t'emmerder en fait. Alors, Guillaume, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Et ben écoute, alors c'est marrant, je t'ai écouté faire la chronique du 1 et du 2. Enfin, le récapépète du 1 et le début du 2. Alors, bah, comme je disais, moi j'ai pas retenu exactement les mêmes choses. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, si t'as aimé le 1, tu prends le 2, tu le lis, tu seras pas déçu. Parce que le rythme est toujours bon. On est peut-être dans un rythme plus endiablé encore, dans le sens où il est plus tellement question de découvrir les personnages et de poser les personnages, même si on en apprend plus sur leur passé, même si on apprend plus de choses sur eux. Les personnages sont déjà posés, donc on n'a pas toute la lenteur du lui, il est comme ça, il s'appelle comme ça. Et... Enfin voilà, c'est toujours le problème dans un premier tome, arriver à poser les personnages. On n'a plus ce problème-là. Là, le rythme est vraiment à fond les ballons. Action. C'est ça, à 200 à l'heure. Enfin voilà. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Je regrette même de ne pas avoir relu le tome 1 avant de lire le tome 2. Je pense que ça aurait mérité. Du coup, quand le tome 3 arrivera, je referai les 3 d'un coup. Et là, je pense que je serai encore plus fou. Le tome 3, c'est le dernier ou... C'est ce qui est annoncé. C'est annoncé en 3 tomes. Je ne serais pas surpris que finalement, ils changent le fusil d'épaule pour en faire 4. Mais l'idée, c'était de faire 3 tomes et à chaque fois un tome un petit peu plus conséquent. Donc, on verra s'ils tiendront ça ou s'ils se laisseront happer par les méandres de l'édition et qui finalement, ils feront 4 tomes. Thierry, tu l'as pas lu, mais Non. tu l'as feuilleté. Est-ce que ça t'a donné envie de manger des frites?
Alors, enfin, moi, j'ai bien aimé parce que c'est con. J'ai bien aimé parce que le pitch de Mathieu m'a tout de suite replongé dans l'ambiance. Et dès qu'on ouvre les pages, dire que c'est du Tarantino ou je sais pas quoi, c'est très galvaudé de sortir ces comparaisons systématiquement. Mais en tout cas, on rentre dans l'action avec une identité graphique tout de suite forte et c'est léché, c'est travaillé sans être surjoué. On a envie, quoi. Tout de suite, on a envie d'aller tourner les pages et d'aller voir ce que ça donne. Moi, je trouve le boulot qu'il fait, ce garçon-là, mais c'est juste énorme. C'est juste énorme. En quelques pages, boum, ça donne envie. Et c'est malin. Il y a toutes ces petites pages à la con. Donc, ouais, je suis tombé sur moi, je mange des frites. Voilà, forcément, avec des paires de bas et tout ça. Bref. C'est fun. Il y a du scénario dans le premier tome, en tout cas c'était le cas, je pense que le deuxième on est dans la même veine, mais graphiquement, mais moi ça me fait kiffer tout de suite, on a envie d'aller plonger dedans, quoi. Donc il faut flinguer Ramirez, qu'il va falloir que je lise. Ouais, il faut le lire, c'est une aventure à Je sais pas si poursuivre. on avait mis un coup de cœur sur le premier tome, mais pensez-vous qu'il faille, comme pour Maïda Jamde, et attendre la fin et mettre un coup de cœur commun à tous? J'ai envie de dire, c'est Ramirez, que tu le mettes maintenant, après, ou à chaque fois, c'est pareil, en fait. De toute façon, c'est mérité. Bon, allez, on va dire qu'on va essayer d'être cohérent sur cette émission. On va essayer d'attendre la suite. Voilà. Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo chez Glénat pour 22,95 €. Là, je fais un petit préambule parce qu'il y a une sorte de tentative de coup en traître de ce cher Thierry. Thierry, vous le savez, aime les livres épais. Thierry, c'est un peu notre intello de service. Il aime les livres qui sortent chez des éditeurs genre Atrabile, vous voyez ce genre de truc-là, l'employé du mois. Je crois qu'il n'a pas encore fait l'employé du mois, mais ça Non. pourrait le tenter. Voilà, des trucs un petit peu intello, qui se la pètent, sympa. Le plus mainstream, c'est Futuro, quoi. Voilà, ouais, c'est le plus mainstream dans ce que tu aimes. Et c'est Rue de Sèvres, peut-être. Surtout depuis que maintenant qu'ils ont chopé le label 619. Pour le coup. Et c'est vrai que là, il nous a sorti un bouquin de Sophie Michel, Emmanuel Lepage et René Follet. Et en fait, je commence la chronique pour toi, juste pour t'expliquer qu'en fait, si au début, on l'avait mis un peu plus tôt dans l'émission, je me suis dit de le mettre à la fin, parce que ça aurait plus sa place dans la rubrique Un œil sûr. Parce qu'un œil sûr, c'est pour parler des trucs qui ne sont pas de la BD. Parce que c'est un superbe livre. J'ai commencé à vouloir le lire hier soir en me disant « Ah, c'est dommage, il n'y a que Thierry qui l'a lu. Et il faudrait peut-être que je lui mette. » Et en fait, oui, c'est un joli carnet de croquis, d'illustrations, de dessins, avec des grosses pages de plein texte. Et franchement, clairement, j'aurais pas pu le lire en une soirée. Je l'admets tout de suite. Surtout que j'étais claqué, que j'en pouvais plus hier soir. Bref, tu nous l'as un peu fait à l'envers, c'est pas une BD, mais je vais quand même te laisser en parler Non, mais il pour est rigolo, lui. respecter le fait que... Non mais c'est pas parce que c'est Manuel Lepage qui l'a fait que c'est la BD, c'est parce que t'as fait de la BD... un jour j'ai fait des frites, je suis pas Ronald McDonald, quoi. Voilà. Bref, Non, il est vachement plus fun que toi. c'est vrai. Donc Alors, vas-y, parle-nous des voyages de Jules, Donc je s'il vais te faire plaît. un petit rappel, comme ça va un petit peu te calmer aussi, Martine. Le premier tome, c'est les voyages de Anna, que j'ai raté, pour lesquels je zappais. Les voyages d'Ulysse, en 2, que nous avons déjà chroniqué, mon petit pied-pied. Les deux sont de la BD. Et enfin, les voyages de Jules. Qui ne sont pas de la BD. On est dans la même veine. Oh non. Alors, je suis d'accord, il n'y a pas de gaufrier. Non, Mais c'est il la n'y a même aucune chose. narration séquentielle. Alors, juste pour pas. Non, en fait, pour mettre de l'huile sur le feu. Alors, tout à l'heure, il a parlé tu vois, parce que du coup, le dictateur a quand même essayé de prévoir son coup. Il a essayé de trouver un allié à ma personne. Quand je suis arrivé le premier, il m'a dit oui, en fait, le voyage de Jules, on mettra sur un œil sûr parce que c'est pas de la BD, mon vieil, mon cul. Et là, du coup, moi, j'ai dit. Grossier. Et là, moi, j'ai dit Ah, non, c'est mais. Pierrick, ça. Et là, moi, j'ai dit non, mais. Enfin, les trucs de Tizak, c'est un peu comme les trucs d'Emmanuel Lepage, tu vois. C'est une sorte de narration avec du dessin, c'est beau. Et en fait, je ne savais pas que c'était Emmanuel Lepage. Parce que du coup, j'avais toujours pas vu le bouquin, en fait, hein, ni de loin ni de près. Et donc, du coup, l'exemple que j'avais pris pour contrer Pierrick, c'était Emmanuel Lepage. Et c'était Et exactement bim, un truc. on est dedans. On est dedans. Maintenant, allez-y, démerdez-vous Non. and fight. Clairement, après, je dis pas que c'est pas de la qualité, attention. Je dis juste que il n'y a aucune narration séquentielle là-dedans. La narration se fait par le texte et l'illustration n'est là que pour soutenir l'histoire. Mais il n'y a pas de narration séquentielle telle qu'on l'entend en bande dessinée. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, que je comprends que ce soit dans
la suite des voyages qu'a fait Emmanuel Lepage, même si, sachant que ça vient de Daniel Maguen en termes d'éditeur, c'est plus pour vendre les planches originales qu'ils ont chopées et qu'ils vendent dans leur boîte d'expo, dans leur galerie d'expo. Oui, alors ça, c'est le problème de Daniel Maguen. Après, si je voulais me faire avocat du diable, je dirais que de toute façon, Emmanuel Lepage, souvent, quand il fait de la BD et qu'il raconte ses histoires, ça a un côté un petit peu carnet de voyage. C'est juste que là, au lieu de faire des planches, il a fait du texte. Voilà, mais il y a un côté narratif dans le carnet de voyage, tu vois, il va dans un côté bande dessinée. Là, on en est loin, je parle dans la description même. Bon, je pense Ready to rumble. je pense que voilà, vous avez compris, mon point de vue. Ça n'empêche pas que Thierry va nous en parler parce que tu l'as aimé. Il y a une histoire, je les, pense, les et qu'il y a amoureux une de la histoire. gaufre, forcément, seront déçus. Maintenant, ceux qui veulent du muffin, de la crêpe ou toute autre chose trouveront leur bonheur là-dedans. Alors, donc, les voyages de Jules, on est donc sur un 3e tome, comme je vous disais. On continue de suivre des personnages qui donc sont apparus dans les 2 premiers tomes. T'as même pas eu le premier, comme tu te la pètes. D'accord. C'était gratuit. Alors, And fight. Non, mais autant ils sont même pas dans le premier, c'est pour ça. Et sinon, ta chronique à la c'était- prochaine remarque sur la chronique, je vous filerai un lien vers ma page, comme ça vous lirez la chronique et Pierrick arrêtera de nous faire chier. Comme j'ai pas eu- tu peux me faire le pitch de l'histoire, s'il te plaît, vraiment, Voilà. parce que j'aimerais la voir. Donc, en relisant une lettre de la femme qu'il aime, une certaine Anna, donc du premier tome, que je n'ai pas lu, Jules. Alors, comme Céline Dion, rappelle-toi, quand tu Oui, Céline hurles, Dion. tu éloignes l'économie micro, s'il te plaît. Merci. Donc Jules se rend compte qu'il a lui-même jamais raconté en fait ce qu'il avait poussé à faire le métier qu'il aime, à savoir être peintre. Ce qu'il avait poussé dans le 2e tome à rechercher un peintre bien spécifique. Et donc il a cette fascination pour les voyages et spécifiquement pour la mer. Ce qui clairement arrange Emmanuel Lepage parce que c'est quand même son dessin favori. Et donc dans son carnet de notes, il va raconter, répandre sa vie, ses pensées, ses angoisses, ses motivations, et il fait tout un tas de petits crocs pour décrire tout ça et immortaliser ses pensées et ce qu'il croise pendant ses voyages. Les paysages, les bateaux, les gens, les sentiments. Donc ce Jules, en fait, il nous raconte tout au long de ce petit carnet de voyage les 3 maîtres qui l'ont poussé dans sa vie de manière chronologique. Donc il va commencer avec sa mère, qui est à la fois la première femme de sa vie, mais aussi son premier mentor, le drame que ça a été de la perdre, le vide que ça a pu laisser, et en même temps, ce qu'elle a pu lui apporter, à savoir du cœur, qu'il fallait mettre de soi-même, qu'il fallait mettre de l'énergie, qu'il fallait mettre ce qu'on avait en soi, beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, et voilà. Et là, elle l'a incité sur cette voie-là. Un peu d'amour, d'espièglerie. C'est la vie de Julie. Son 2e mentor n'est autre que son père, mais pas par le biais du dessin ou de la peinture, mais par le goût des mots, le goût du texte, le goût du travail bien fait, et donc sa passion pour la littérature et les beaux ouvrages. Et on en vient au 3e mentor que l'on a croisé dans le 2e volet, donc les voyages d'Ulysse, qui s'appelle donc Amon Kazaks, qui lui est peintre de son état et avec lequel il a énormément de discussions aussi bien sur le fond que sur la forme, et qui lui apporte de la rigueur, qui lui apporte l'équivalent d'un vrai maître, d'un vrai enseignant, qui le pousse dans ses retranchements, qui essaie de le faire aller au-delà de lui-même, et donc qui va l'inciter aussi à aller voyager, contrairement à Amon Kazaks qui lui fonctionnait au fin fond de son petit atelier. Jules lui va décider d'aller se construire et se fabriquer son univers par les voyages à travers le monde, donc notamment en embarquant sur les bateaux, et j'en reviens dessus, ça arrange bien Emmanuel Lepage. Et donc donc les lieux ont une importance, la retranscription du mouvement, de la lumière, mais des pensées aussi des gens qu'ils croisent, leurs états d'âme, c'est tout ça, c'est ce que nous raconte donc ce voyage de Jules. Comment est-ce que ce peintre s'est construit, qu'est-ce qui l'a nourri, et dans la construction de son œuvre. Donc voilà au niveau du pitch. On est clairement sur un carnet de voyages, c'est pour ça que ça s'appelle les voyages de Jules, comme on avait les voyages d'Ulysse, je reviens un petit peu dessus, c'est un peu lourdingue, mais c'est comme ça. Mais ça, c'est vraiment toi. C'est exactement. Mais il a mauvaise quand même, je sens. C'est une sorte de d'aigreur quand même. Oui, un petit peu.
Un petit peu soupolé. Je peux devenir encore plus souple. J'en doute pas. Et donc voilà, donc ça c'est pour le pitch général de ce bouquin, qui donc a une trame scénaristique qui est basée sur... Vous n'avez toujours pas compris, le voyage. Ça y est, ça va rentrer. Vas-y. Vas-y. Donc Continue. effectivement, on n'a pas de narration à proprement parler, on n'a pas une histoire à raconter avec tout un tas d'aventures rocambolesques ou non tout au long du bouquin. On rencontre la vie du personnage et on rencontre comment est-ce que cet artiste s'est lui-même construit. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais ça va pas bien. Donc voilà, donc ce bouquin c'est une invitation à prendre le temps. On essaie de voyager avec le personnage, avec Jules. Comme tu le disais, tu pouvais pas le lire en une soirée. C'est clair. Mais j'y ai cru. Parce Et que... la quantité d'écrits nous oblige à prendre le temps. La beauté des dessins, la beauté des illustrations, voilà. la beauté des tableaux nous incite à prendre le temps et à les regarder. Je ne reviendrai pas sur la qualité. C'est juste que d'un point de vue définition et par rapport à notre émission, on est un peu plus qu'à la limite. Voilà, c'est ce côté-là. Et donc, le choix même des typos et de certaines retranscriptions de missives, d'échanges de courriers, est pas toujours très lisible. Et même ça aussi, ça nous oblige à prendre le temps d'aller décrypter, déchiffrer. Oui, non, parce qu'il y a les écritures, il y a la façon dont les gens écrivent. Non, voilà, moi, je te dis, j'ai commencé à le lire et je l'aurais volontiers continué si j'avais pas été claqué, parce que je pense que c'est un beau carnet de voyage. On peut vraiment pas dire que le travail d'Emmanuel Lepage soit pas magnifique, que le travail de René Follet ne le soit pas aussi, même si je pense qu'il y a, si je devais être purement, cynique, il y a un petit côté, je pense, capitaliste derrière, c'est-à-dire que je pense que Daniel Maguen doit avoir des planches de René Follet qu'il essaye de vendre dans sa galerie et qu'ils ont essayé de les intégrer dans une histoire pour en faire un objet, pour les mettre, ces planches-là, à la portée de tous dans un livre. Voilà. Toi, c'est moche ce que tu dis. Hein. Tu salis tout. Non, mais je te dis ce côté-là. Maintenant, je pense, c'est pas un reproche, c'est une note d'intention que je pense voir là-dedans. Maintenant, ça reste un ouvrage superbe et qui donne envie d'être lu. Voilà, ça, je ne peux en aucun cas dire le contraire. Donc voilà, donc pour terminer, on se retrouve donc dans une correspondance entre les trois protagonistes, que sont donc Jules Toulet, notre personnage principal, Anna Fabry Montana qui est donc son amoureuse, et son maître, Amon Kazax. Et donc voilà, les trois personnages échangent des courriers. On a un petit jeu sur la calligraphie pour faire croire effectivement que qu'on a bien trois personnages différents, donc un petit travail là-dessus. Mais voilà, pour l'essentiel, ça reste quand même un carnet de voyage, un carnet de croquis, et comment ce Jules Toulet s'est construit dans son relationnel à l'art et comment est-ce qu'il a envisagé la production de ses œuvres. Donc c'était Les Voyages de Jules de Sophie Michel, Emmanuel Lepage et René Follet chez Daniel Maguen pour 35 €. Bel ouvrage, mais Daniel Maguen ils sont chers en général quand même. Parce que chez Futuro tu l'aurais pour 25 sur le même format, non ? Oui, mais tu n'aurais pas René Follet et tu n'aurais pas Emmanuel Lepage. Et puis tu n'aurais pas tout à fait la même qualité d'objet en fait. Oui, il y a une belle impression. Le papier est beau, l'impression est belle. Très belle impression. Ouais. Et puis on va mettre un jingle au hasard parce que j'ai pas ce qu'il faut. Tiens, celui-là est bien. Hop. En fait, j'étais seul sur ce bouquin. Si j'avais envie, j'aurais pu mettre un coup de cœur. Non, parce que c'est pas une BD. Un œil Bien sur Guillaume. Tu vas nous parler de la série Lucifer. Je le rappelais tout à l'heure, une série qui est adaptée d'un spin-off de Sandman. Qui raconte l'histoire de Lucifer qui, après avoir, dans le spin-off en tout cas, dans la BD, laissé les clés des enfers à Morphée, pour le foutre bien dans la mer en disant bah tiens, vas-y, démerde-toi avec les clés des enfers, a décidé de s'installer à Los Angeles dans un bar. Et dans la série, Lucifer, c'est légèrement différent. Je te laisse en parler. Alors, donc c'est honte à moi, effectivement. Je n'ai pas forcément repéré de suite que ça venait d'une BD à la base, même si on a bien repéré les noms comme Neil Gaiman au générique. Alors Lucifer, voilà, ça,
comment dire, ça ressemble à une série type soap-up avec enquête policière à chaque fois pour faire vivre les personnages, puisque Lucifer se retrouve être consultant pour la police. Bon, enfin voilà, sur le principe, quand on regarde rapidement en surface, ça casse pas trois pattes à un Oui, canard. c'est Castle, le Mentaliste, toutes les séries de consultants de la police. Voilà, à peu de choses près. Et donc, pourquoi un œil sûr? Parce que voilà, un vrai petit coup de cœur personnel là-dessus. Je prends plaisir à regarder ça régulièrement, là, à me faire toutes les saisons, que je découvre sur le tard, hein. C'est l'avantage et l'inconvénient de Netflix, c'est on découvre plein de séries qu'on imagine récentes et qui en fait ne le sont pas du tout. Et donc le principe, voilà, c'est Lucifer Morningstar, donc patron de boîte de nuit, et diable de son état, hein, Satan, Lucifer, Belzébuth, tout ce qu'on veut, qui en avait juste ras-le-bol, hein, parce que les enfers c'est chiant en fait, parce que finalement on l'a envoyé là-bas contre son gré, et qui a décidé de juste ne plus s'en occuper et de venir sur Terre histoire de profiter un petit peu du bon temps, parce qu'il n'y a pas de raison que les humains soient les seuls à profiter au final. Et donc il rencontre un agent de police, une certaine Chloé, j'ai même oublié le nom de famille. Vous voyez. Chloé Decker. Merci, j'ai un gros problème avec les noms. Qui se trouve être immunisée à son pouvoir de forcer les gens à dire leurs désirs les plus secrets, les plus profonds. Et fatalement, ça titille sa curiosité. Donc il va se débrouiller pour devenir consultant de la police, mais exclusivement avec Chloé Decker. Ça tombe bien, c'est la seule à le supporter. D'autant plus qu'il va surtout découvrir qu'en sa présence... Et effectivement, en sa présence, il ne sait pas pourquoi, il devient vulnérable. Parce que sinon, le diable est invulnérable, hein. C'est après tout un ange ou un être céleste au choix. C'est la même chose. Et donc, voilà, tout ça aiguise sa curiosité. Et il va faire des pieds et des mains pour la suivre et comprendre. Et en fait, on va suivre un Lucifer qui, petit à petit, va devenir un petit peu plus humain. Et en fait, tout l'intérêt de la série, pour moi, c'est le tandem, la façon dont ils ont écrit et font vivre les personnages. Et notamment Lucifer, avec un acteur qui, je trouve, fait très bien le job. Donc un Lucifer qui est vraiment un sale gosse. C'est la définition même du sale gosse. Il est gentil, il est sympa et on apprend à l'apprécier. Mais putain qu'il est chiant, il est égocentré, il pense qu'à lui, ça tourne toujours tout autour de lui. Quand il résout une enquête, c'est parce que ça peut éventuellement l'aider à comprendre ce qui se passe dans sa vie personnelle. Et bien sûr, comme une bonne série ne tient pas que sur seulement 2 personnages, on va faire la connaissance de son frère Amenadiel qui fait des pieds et des mains pour le ramener aux enfers parce que s'il n'est pas aux enfers, c'est le bordel. Bon, en fait, on comprend très vite que c'est parce que c'est lui qui s'occupe des enfers en attendant. Une psy qui franchement, même si c'est une femme, elle a des cojones parce que franchement, pour arriver à psychanalyser Lucifer, il faut le vouloir. Et enfin voilà, tout ça fonctionne très bien. Ça reste un classique, hein, l'enfant rejeté par son père. Je veux dire, on est dans... Ouais. On est complètement d'accord. Hein, problème sur la relation au père, etc. Mais bon, il n'est pas question d'un sale gosse qui a un problème avec son papa qui lui donne pas son argent de poche. Là, on parle quand même d'un ange qui s'est fait... qui a été déchu par son père Dieu parce qu'il a quand même fomenté une rébellion. Bon... C'est tout de suite les dimensions célestes, quoi, tu vois, c'est pas la même. Bref, tout ça fonctionne bien. J'ai un vrai coup de cœur sur cette série, tout ça fonctionne très bien, les personnages sont très rigolos. Alors c'est comme un soap-up, il y a bien des moments un peu longs, mais enfin voilà, on finit toujours par accrocher et se dire qu'est-ce qu'ils vont faire après. T'es à jour ? Non, je suis sur la 3e saison. Oh, on peut le spoiler à donf. Ça dépend, tu tiens à la vie. Non, en fait, Lucifer, pour moi, c'est une série que... Je t'avoue que la première saison, ça m'a gonflé. C'est-à-dire que je disais, c'est trop du Castle, du Mentaliste. J'aime bien l'acteur principal, il est rigolo. Mais je sentais qu'il y avait un côté un peu propre. Par exemple, je me souviens d'un épisode dans la première saison où il fait genre les hommes ne l'intéressent pas. Dans la première saison. Alors que Lucifer, si c'est Lucifer, je veux dire, tout l'intéresse. Surtout ce qui est nouveau. Ouais, il est très ouvert.
Et on sent qu'en fait, c'était une série ABC au début, donc grosse chaîne américaine, un peu proprêtre, on va dire. Je crois que c'était ABC ou enfin une grosse chaîne, un gros network américain. Et la série, souvent sur ce genre de série-là, de la première saison, justement, ils vont pas trop loin, ils vont pas trop dans les fils rouges. Ils font vraiment des épisodes indépendants qu'on va pouvoir passer dans le désordre le plus total et c'est pas très grave. Et donc j'avais été un petit peu déçu par la première saison, même si c'est vrai que le personnage est rigolo, son côté un peu casse-couille, et puis surtout le côté sympathique, c'est qu'il ne ment jamais. Et donc c'est juste que personne ne le croit quand il dit qu'il est Lucifer. Mais il ne ment jamais. Et ce qui en fait aussi une faiblesse quelque part assez intéressante à exploiter. Mais après, la série n'a pas assez marché. Elle a été rachetée par Netflix. Et le fait qu'elle ait été rachetée par Netflix, ils se sont permis des choses. Tu le verras plus tard, je ne veux pas trop te spoiler, mais par exemple, on va voir ses fesses. Oui, plusieurs fois. L'acteur a fait beaucoup de sport. Mais vraiment beaucoup. Ils ont arrêté de lui mettre beaucoup trop d'eyeliner. Parce que vraiment, quand tu regardes les premières saisons, waouh, le mec, il est surmaquillé, qu'il n'en peut plus. Et ils vont vers un côté un peu plus réaliste, et surtout, ils vont vers un côté où ils vont à fond sur le fil rouge, et où ils nous font suivre une histoire à suivre, et où les épisodes ont toujours ce côté le crime de l'épisode, mais qui devient presque secondaire par rapport à l'avancée dans l'intrigue principale. Et c'est vraiment, pour le coup, quelque chose de pas mal, qui, moi, fait que c'est une série que, voilà, j'ai pas trop accroché au début, et là, les dernières saisons, là, pour le coup, moi, je suis à jour, parce que je t'avoue que dès que la dernière saison est sortie sur Netflix, on a arrêté de regarder ce qu'on regardait à ce moment-là pour regarder ça. On a fait une pause dans The Crown, parce que c'est sympa The Crown, mais de temps en temps, c'est bien de faire une petite pause. Bref, voilà. Franchement, la série marche plutôt bien. Je sais pas, qui vous la regardez tous, en fait. Je suis à la saison 2 pour l'instant, mais ça monte en puissance. Moi, je l'ai fini aussi. Alors, je n'ai pas regardé tous les épisodes parce que j'ai une fâcheuse tendance quand mon jeu de rôle à m'endormir, mais c'est pas grave. On raccroche les wagons. Par contre, je te rejoins sur le fait qu'il y a une différence entre le début de la saison, enfin le début de la série et la suite. Donc, pour du coup avoir regardé un petit peu, donc le début c'est la Fox pour les 3 premières saisons. C'est la Fox, ouais. Ouais. Mais c'est un gros. Ouais. Et à la suite, ensuite, à partir de la 4, c'est racheté par Netflix et il y a un changement de ton quand même qui est donné. Effectivement, au début, on est vraiment sur du Castle. C'est-à-dire qu'on suit les enquêtes et à chaque épisode on avance sur les enquêtes et on saupoudre gentiment notre fil rouge de relationnel avec l'enquêtrice. Et puis il y a un gros coup de turbo à un moment donné qui a enclenché justement sur les relations internes à la famille de Lucifer, donc les relations avec son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses cousins, les autres anges et archanges. Et quand même, il y a une actrice qui est importante, c'est Tricia Helfer. C'est Tricia Helfer, voilà. Donc qui joue le rôle de la numéro maman. 6. Ouais, Numéro 6 pour les accros de Battlestar. Elle joue dans Dexter aussi, il me semble. C'est pas grave, je m'en fous, c'est numéro 6. Et elle le fait divinement bien, c'est le cas de le dire. Là, du coup, elle fait quoi dans Lucifer ? Elle joue le rôle de la maman. Ah oui, Charlotte, quoi. C'est ça, Charlotte. C'est vrai qu'elle pose, elle, hein. J'ai pas retenu le nom, perso, désolé, mais c'est vrai que. C'est ça, mais un peu. Et pourtant, elle a pris un coup de vieux. Ça lui va super bien. Mais ça lui va très bien. Je voilà. pense qu'elle a pris un coup de vieux. Sans parler du physique où elle pose aussi, c'est franchement, j'ai trouvé son. Ah mais elle j'ai trouvé le personnage génial. Elle irradie. Et c'est dans Battlestar Galactica que tu te rends compte qu'elle n'est pas que jolie. C'est ça, Battlestar Galactica, c'est la femme en rouge en fait. Et si tu prends. Alors si tu prends Matrix, tu te rappelles dans Matrix la femme en rouge ? Oui. Bon, en fait, elle interpelle parce qu'elle était rouge, mais elle interpelle parce qu'elle est en rouge, mais elle dégage rien. En fait, elle est habillée en rouge aussi dans Battlestar, sauf qu'en fait, elle écrase tout ce qui se passe autour. Et tu ne vois, il n'y a plus rien, il n'y a plus de foule, il n'y a plus d'autres personnages. Il y a elle. Pour finir sur Lucifer, voilà, je vais recommander un épisode. Je ne sais pas si tu l'as encore vu celui-là. Le dernier, c'est bien. Non, mais pas le dernier, mais qui est assez mythique et qui justement revient sur ce côté Fox un peu propre, tu vois, sur le côté avec les hommes. C'est celui où ils doivent interroger tous ses ex. Voilà. Mais c'est encore la Fox à ce moment-là. Tu disais la Fox c'est propre, non, mais déjà c'est propre, mais c'est classique. Souvent, les showrunners gagnent un peu de liberté quand ils voient que la série fonctionne et qu'elle continue. Ils gagnent un peu de liberté. Parce que tu parlais de ses fesses, mais je les ai déjà vues et pas qu'une fois. Et je suis qu'à la saison 3, donc je suis encore en mode Fox.
C'est encore la Fox saison 3, ça l'a combien quoi. Mais tu vois que la série évolue lentement Oui. et te prend un gros coup de bourre dès que ça arrive sur Je vous dirai. je Non, vous ça dirai, avance bien. sur Ouais, la puis il y a carte. plein de personnages qui prennent de l'importance par saison, par moment. Voilà, un coup c'est Menadiel qui prend de l'importance, un coup c'est la psy. Psy qu'on retrouve d'ailleurs dans la série Suits, où elle qui est très bien également. aussi. Et puis moi Avec j'aime la bien, princesse. j'ai une petite affection pour Mazekin. Voilà. Qui, S'il est très très bien, Mezikin. Eh bien, Voilà, merci Mazeki, pour cette très bien. superbe présentation de Lucifer. C'était un plaisir de vous écouter dans cette émission. C'est bien, on n'enregistre qu'une seule émission, mais on fait 1h50, franchement, on assure. sans heureusement compter que- les pauses. C'est la Ouais, dernière de la saison. Ouais, C'est pour ça. C'est voilà. On revient très bientôt, sans doute avec une nouvelle formule. On fera peut-être pas En des 4 émissions d'1h50. On aura les versions longues l'an On y prochain. réfléchit encore pendant nos vacances. Passez un très bon été tous. Profitez de pouvoir revoir des gens, de pouvoir reboire des coups en terrasse Ouais, et de refaire la fête. ouais. Euh, Variant Delta, ouais. Ça va pas. Si, ça va durer, ça va durer. Euh, Ouais, Voilà, faites des titres comme ils font sur Delta. CNews. Le doute plane sur le variant Delta. Le variant Delta plane. Ils ont fait une news. Allez, Voilà. suivant. Mollet, merci, au Voilà, revoir. c'est ça, ils avaient fait un doute court sur le. Enfin bon, je sais c'est plus, pas grave, en c'était fait. nul. hein, tu sais. Mais de toute façon, on est en train de faire l'émission. Mais là, j'en sais le générique, donc je peux commencer à dire des conneries jusqu'à ce qu'on s'arrête. Il me reste environ 2 minutes, on est tranquille. Merci à vous de nous avoir supportés jusque-là. Parce que Je pensais que tu nous remerciais, nous. Oui, aussi. Merci à vous de m'avoir supporté jusque-là, avec mes définitions très très strictes de la bande dessinée, avec mon côté très chiant et foutage de gueule. Bon, allez, au revoir les gens. Et puis, ouais, c'est ça, on vient voir. Non, mais on a du temps, le générique est dur. Moi, je vous dirais aller jeter un œil à une série qui s'appelle Sweet Tooth, qui est sortie sur Netflix et qui est issue là aussi d'un. Ouais. Et il paraît que c'est une trahison totale de la BD qui est vachement mieux. Voilà, bah écoute, moi je te dirais que la série commence bien. J'ai à peine commencé, mais ça commence de manière plutôt très sympathique. Voilà. Je vous dirais ça parce que moi j'ai lu le comics, donc du coup je pourrais vous dire. Tu pourras nous dire. Super. Et oui, c'est le truc de la bibliothèque. Tu Par contre, t'achètes pas, attention, mais- on mettra ça dans un œil sûr ou pas Oui, un œil sûr. Bah, ça dépend. On peut faire les deux. Bah, tu fais la chronique et ensuite un œil sûr. Ah, ouais, bonus. pas mal, Il pas va mal. peut-être falloir Tiens. inventer une nouvelle catégorie alors, quand on est mixte. Non, mais on va en parler après. je Un pense. œil sur la chronique Ouais. Merci à tous et on se dit à très bientôt pour des émissions plus normales, Voilà. plus mieux. Allez. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon coup de soleil à tous. Au revoir les gens. Ah, c'est pas mal. Faudra que je le réutilise. Ou pas, hein, c'est pas nécessaire.